Bonjour à toutes et à tous, chers amis cinéphiles, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Grand Nimp, l'émission qui parle de tout mais surtout de n'importe quoi. Merci messieurs. Il aura fallu 4 ans d'émission pour qu'on soit enfin tous raccords sur le slogan. J'en suis le premier avis, je vous le dis. Et oui, c'est le retour du Grand Nimp pour notre traditionnel bilan de l'année 2019 qui vient de s'achever, ainsi que la décennie qui allait avec, donc ça tombe bien puisque nous allons pouvoir faire un bilan exhaustif, principalement concentré sur cette année, évidemment, et qui de mieux pour m'accompagner que, comme je l'ai dit toujours, la crème de la crème des critiques ciné. Alors par qui je commence? Puisqu'il y en a trop là, il y en a trop. Je vais faire un petit roulement de tambour, on va commencer à ma gauche avec Monsieur Pascal. Ouais, allez. Et là, vous avez vu, on a 2 caméras, les mecs, parce que vous avez peut-être pas cru que j'allais faire toute l'émission filmée par ma petite personne. Non, on a une caméra sur Monsieur Pascal qui est accompagné à côté de Monsieur Nono. Ouais, bravo. Salut tout le monde. Alors, vous avez sans doute reconnu aussi cette voix nasillarde, c'est ça, on va le dire comme ça, nasillarde, qui part toujours dans les aigus. Bon, vous l'avez reconnu, c'est Monsieur Lolo, 3e caméra. Ouais. Allez, l'OM, nous sommes les Marseillais et nous allons gagner. Allez, l'OM. Bon. C'est trompé de soirée, je crois. Quelqu'un a déjà mis un truc dans sa boisson, je sais pas, je comprends pas. Très vous avez bonne vu, 3 caméras, les amis, c'est pas beau, la vie elle est pas belle, je vous le promets. Bientôt on va être appelé chez Europe 1 ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit comme Laurent, faut qu'il reste avec nous là. Non mais bientôt c'est le plateau de Ruquier qui nous attend, les mecs, on est à 3 caméras, avec comme présentation un petit nouveau que vous ne connaissez pas, Monsieur Samuel. Ouais. Bravo, bienvenue. Bienvenue à toi Samuel. Alors Samuel, Merci. cinéphile émérite, que je suis ravi d'accompagner, de recevoir plutôt dans cette émission. On a eu l'occasion d'échanger beaucoup sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, et l'avis de Samuel est toujours très pertinent, et c'est pour ça que tu me paraissais le plus à même de venir combler ce petit quintet, c'est ça, on dit un quintet, je crois, quand on est 5, Oui, un quintet à cordes. un quintet, voilà. L'an dernier, on était un quatuor, maintenant nous sommes un quintet. La joyeuse valse des cinéphiles va pouvoir commencer. En tout cas, Samuel, je suis ravi. Alors, ne te laisse pas impressionner par cette bande de petits ahuris. De toute façon, il suffira de leur mettre 2-3 bouteilles dans le gosier et tu vas voir qu'ils vont tout de suite se calmer. Moi, j'ai fait le Vietnam, monsieur. Ouais. En tout cas, je suis ravi de vous avoir à nouveau pour cette émission. On a bien vérifié par avance qu'aucun de nous n'était porteur du virus coronavirus, n'est-ce pas? On a fait les tests avant. Exact. D'ailleurs, il n'y a pas de corona, je pense. Voilà, c'est ça. J'allais dire, la seule corona que nous avons, c'est celle qui était sur la table, mais personne n'en a ramené. Ouais. Mais par contre, je tiens à dire qu'il faudra sans doute beaucoup de coronesses pour jouter ce soir, parce que je pense que des débats, mes amis, il y en aura sur des Discord, sur des films en accord. Voilà, ça va partir en vrai. On va essayer de tout ça, de cadrer bien ça comme il faut pour que l'émission fasse quoi? Allez, 7h cette fois, 7h, c'est ça. On part pour 7h, les mecs. Moi, je pensais qu'on pouvait partir sur 14 jours, la durée d'incubation du C'est ça. coronavirus. Ouais, de toute façon, j'ai plus envie de sortir dehors parce que les mecs sont tous des virus ambulants, donc autant rester ici et parler cinéma pendant toute la journée. De toute façon, t'as pas de métro, alors, déjà. Le métro et je le prends, de toute façon. Donc les amis, nouvelle année qui se termine et avec elle son traditionnel petit bilan. Comme d'habitude, nous allons commencer en le résumant en une une petite phrase, tel un slogan, qui résume selon vous l'année 2019 qui vient de s'écouler. On va laisser la parole à un invité, Sam, ou tu veux commencer, que quelqu'un commence à... Non, je vais... Quelqu'un commence. Allez, comme ça, on va laisser parler les hommes d'expérience et tu verras. Voilà. Pascal, alors, pour toi, quelle phrase résume bien l'année 2019 en termes de cinéma? Pour moi, c'est bonne surprise. Parce que si l'année dernière, justement, on avait du mal à déterminer quel film, enfin un film qui se détachait vraiment du lot, un film favori, etc. Cette année, j'étais content d'aller au cinéma. Très bien. Nono? Alors moi, j'ai fait une phrase, j'ai développé. Mais c'est vrai que pour rejoindre Pascal, l'année dernière, j'avais employé, si je me souviens bien, l'adjectif blasé. J'étais blasé par le cinéma. On l'était tous, je pense. Ouais, voilà, c'est ça.
Mais pour le coup, cette année, beaucoup d'enthousiasme, et j'ai retrouvé vraiment cet enthousiasme pour les films que je ne pensais pas rencontrer à nouveau, quoi. Bien. Et le cinéma au niveau international, donc ce qui est encore mieux que d'être cantonné à un seul pays. Tous les pays, je crois, nous ont vraiment surpris. Monsieur Lolo. L'année de la discorde. Année intéressante, mais année de la discorde, parce que je me suis aperçu que beaucoup de films, mais beaucoup de films qui n'ont jamais fait l'unanimité. Aucun n'a fait l'unanimité. On va le voir ce soir, on va en discuter. Oui. Mais je sais déjà qu'il n'y a aucun film dont on sera tous d'accord tous les 5. Ça va être difficile, je crois. C'est donc année intéressante, mais l'année de la discorde, parce que par rapport à ça. Samuel, donc, qu'est-ce que tu veux moi, je me rapprocherai plus aussi de mon voisin. Année intéressante. Malgré tout, quelques films qui se détachent. Le gros de la masse, quand même, un intérêt limité. Et surtout, moi, je pense qu'on a les prémices de l'avenir et dans cette année-là. Et à mon avis, c'est pas très bon. Tu lui donnes quelle odeur Marais putride, gadou Gadou. D'accord. Gadou. Bon, bah, moi, ce serait simple, c'est l'année de la fin de la traite, en ce qui me concerne. Et je l'expliquerai. De la traite. La traite. La traite, comme l'épi. Ah oui. L'épi qui commence à devenir très sec. Et en tout cas, ça ne fonctionnera plus avec moi, mais j'aurai l'occasion de développer plus tard. Ouais. Alors, comme d'habitude, on va commencer évidemment par le champion de l'année, un tambour battant, sans plus attendre. Qui veut se lancer pour le film de l'année? Je sens que Lolo, il est toujours fort. De toute façon, il veut toujours commencer. J'ai commencé par le film de la discorde, et j'ai dit... Alors, quel est ton film de l'année? Ça, c'est ton champion. Once Upon a Time in Hollywood. Ouais, je suis d'accord, bravo. Je m'en vais. C'est très bien. C'est simple. Je choisis celui-ci, mais vas-y. C'est simple, il a tout qui marche bien dans ce film. Les acteurs sont très bons. C'est une ode au cinéma. Ouais, scénario, moi j'y suis allé franchement, il faut commencer par le début. Je déteste Tarantino. C'est un réalisateur qui m'insupporte. J'ai pas... Reservoir Dogs, ça passe. Pulp Fiction, ouais, c'était intéressant au niveau du montage. Après franchement, Django et Inglourious Basterds, j'ai détesté. Ah, c'est là qu'on se retrouve. Boulevard de la... Mais attends, on va se retrouver, Pascal. Bonne je vais aller à l'essentiel le plus vite. Après, donc j'ai vu Once Upon a Time, j'y suis allé sans conviction parce que je savais très bien que ça allait être un film choral. J'avais peur que le scénario, je savais très bien qu'il n'y aurait pas de scénario ou quoi, c'était clair. Mais je l'ai vu et tout simplement ce film est parfait. Oui, il n'y a pas de scénario, mais finalement, qu'est-ce qu'un scénario? Donc ça, ce sera un débat. Parce que finalement, il y a beaucoup de petites scènes dedans et tout se recoupe au final. Les acteurs jouent très bien, la lumière est magnifique. Je crois que c'est Richardson qui a fait ça, qui a fait la Richardson. J'ai pas vu le temps passer. C'est une déclaration d'amour au cinéma. On est complètement en train de... Un gros fucking à... Et je le dis vraiment en anglais, un gros fuck à MeToo et compagnie, qui est à l'hypocrisie fuck. J'ai beaucoup aimé la déclaration à Sharon Tate. Voilà, oui, après je termine... Non, je vais pas raconter la fin, mais la fin, et moi j'ai beaucoup aimé la fin, le fils de Tchekhov. Non, c'est un film qu'il faut voir, et en plus c'est un film qui m'a fait redécouvrir Tarantino, c'est pour ça que j'ai commencé, et qui m'a fait découvrir, déjà j'ai redécouvert les Kill Bill, que j'adorais, surtout le 1, moins le 2, mais on avait discuté d'ailleurs avec Pascal, mais j'ai beaucoup aimé le 1, et surtout que j'ai trouvé un de mes films références grâce à lui, que je voulais pas voir au cinéma, qui est Les 8 salopards. Des tyrans à ajouter, messieurs, parce que je sais que je vais être sans doute le seul qui aurait éventuellement... Oui, moi je suis assez d'accord, c'est l'un de mes 2 films de tête cette année. Vraiment, c'est les films qui se détachent. Lui, je suis allé le voir 3 fois au cinéma, j'aurais pu aller le voir une 4e fois. Bravo. Et non, vraiment, que ça soit l'interprétation ou l'amour qui transpire du cinéma. Et surtout, Tarantino parle souvent de hangout movies, les films de potes qu'on aime bien retrouver. Et là, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de scénario. Et là, ça fonctionne totalement, justement, là où un film comme Inglourious Basterds... répondait moi non plus pas forcément à mes attentes, mais où par contre j'avais été très content de Django et trouver. En plus tu vas être d'accord avec moi, enfin je pense qu'on va être d'accord plutôt, c'est qu'il y a des scènes qui sont iconiques, qui marchent bien. Je pense à DiCaprio devant la glace, qui était une impro d'ailleurs, quand il se vit devant la glace, la scène devant avec Bruce Lee,
D'ailleurs, la famille Bruce Lee, sa fille, à qui je fais un coucou, mais bon, qui reste iconique quand même. Il y a des scènes qui restent iconiques, le fameux lance-flamme, il y a beaucoup de scènes iconiques qui sont détachées de ce film. Et puis oui, effectivement, les acteurs se sont... et puis je prends juste un exemple pour moi qui... Allez, où on montre ce que c'est un grand réalisateur. Là, j'avoue qu'il m'a très surpris. C'est l'immersion de DiCaprio quand il joue et que d'un coup il a un trou de texte. En off, on entend lines. Enfin, il demande réplique. Et surtout la caméra, il a un trou, quoi. Ouais. Tac, qui se décale, juste pour montrer qu'il est sorti de son texte, qu'on n'est plus dans le film. Et qui se repositionne. Et alors par contre, il y a un truc où je suis d'accord. Commence pas à faire des tunnels de 10 minutes parce que sinon. Et il y a un truc, par contre, j'aimerais bien qu'on en discute sur Tarantino, mais vite fait. C'est que on parle beaucoup de Tarantino sur le scénario. Je suis pas trop d'accord avec cette idée. Par contre, je trouve ça très étrange qu'on ne parle pas du metteur en scène. Mais bien sûr. Oui. C'est pourquoi on ne parle pas du metteur en scène. C'est ça, c'est. Qui est passionné, qui est sincère dans sa démarche. Sa mise en scène est impeccable, mais ce scénario, je trouve. Je rebondis sur le film parce que moi aussi, c'est mon film de l'année. Ah bah tiens, regarde. Voilà. C'est bien, vous êtes bien trouvés les deux. Ils sont pas consultés avant. Exactement, c'est le hasard total qui nous a installé comme ça. Alors, quand j'ai vu la première fois, j'avoue, j'aurais peut-être pas dit ça. Simplement, je l'ai revu. Et puis aussi, j'ai trouvé que j'ai lu plusieurs bouquins sur cette période-là. J'ai lu California Gods. Voilà, c'est ça. J'ai lu aussi un bouquin justement sur Bruce Lee. Et j'ai compris complètement cette scène qui, si on n'a pas les références, elle peut paraître un peu ridicule, mais si on les a, elle est géniale. Et au final, avec le recul, pour moi, c'est le meilleur film de l'année, déjà parce que c'est vraiment le cri d'amour du cinéma, peut-être un cinéma d'ailleurs qui va peut-être disparaître. Oui, il est peut-être déjà disparu. Voilà, mais il l'a même déclaré. Des petites choses pour essayer de retrouver le cinéma de cette forme. Et puis le travail de reconstitution de l'époque, moi je trouve incroyable. Oui, parce que c'est ses souvenirs aussi quand il était petit, qu'il découvrait les rues comme ça. Il y a quelque chose de... C'est son cinéma paradiso. C'est son cinéma paradiso. C'était vraiment l'univers qui lui correspondait le mieux. Quand je le voyais traiter de l'esclavage ou du nazisme, de la Seconde Guerre, je me suis dit, ok, là, t'as la vision d'un enfant de 2 ans, donc là, c'était vraiment son univers. Et je te rejoins, Lolo, c'est que sa mise en scène est absolument impeccable. Et c'est évidemment, là où j'ai eu beaucoup plus de problèmes, c'est sur son scénario, ses façons de raconter une histoire, où à chaque fois, il est obligé de te faire intervenir une voix off qui t'explique ce qui se passe, alors que tu vois, il fout des ellipses qui sont pas nécessaires. Enfin, tu comprends pas. Moi, je comprends plus sa façon de raconter les histoires. Je t'avoue, dans Once Upon, j'ai pas su à un moment donné quel personnage devait être le plus central du truc. Sharon Tate, tu peux l'enlever. C'est un choral. Ouais, mais c'est choral. C'est un film choral. C'est comme, comment il s'appelle, le film Tout le monde dit I Love You, ce genre de oui, mais à un moment donné, t'as quand même un personnage sur lequel influent quand même tous les autres. C'est le film beaucoup de bruit pour rien. Justement, t'as le couple vraiment DiCaprio, Brad Pitt qui marche très bien et qui fonctionne au miroir. Tu as Sharon Tate en plus qui est une sorte un peu d'archétype moi je comprends pas de métaphore du film, c'est la pureté qui va être. Mais moi je comprends pas comment il peut te bazarder tout le dernier tiers en voix off, quoi. Ça me dépasse, quoi. Il avait déjà fait ça sur Les 8 salopards, utiliser la voix off pour te parler d'un événement absolument capital dans l'histoire. Qu'est-ce qui lui arrive, quoi? Comment ça se fait que ce mec est un génie d'écriture n'a plus cette faculté à te faire vivre une histoire. Est-ce que c'est vraiment un génie d'écriture à un moment donné? Non, mais il savait raconter ses histoires. Il savait utiliser la dramaturgie, la narration pour le faire. Dans Le 8 salopards, il le fait super bien dans sa mise en scène. C'est une mise en scène qui est impeccable. Strictement écriture, pas c'est franchement pour moi l'écriture de Tarantino m'a jamais transcendé. C'est le premier film, c'est le dernier. Parce que justement, il est en total roue libre, il se dit, je vais mettre tout un tas de scènes, après les 8 salopards, je crée du lien entre toutes, je fous des scènes, et puis voilà, le truc s'imbrique, il s'imbrique pas. Non, parce que les scènes, elles ont toutes une signification. Ça, il est là, mais... Elles ont toutes une signification, comme les 8 salopards. Les 8 salopards, je suis d'accord avec toi pour créer du lien, c'est ça, c'est juste, tu mets des scènes, il faut qu'elles s'imbriquent les unes aux autres, sinon ça... Once Upon a Time, non, je pense qu'il avait... C'était voulu, je pense, c'est vraiment le film choral. On aura peut-être l'occasion d'y revenir sur le Tarantino. Donc pour ça, mais pour Lolo, on en est décidé. Monsieur Nono, allons-y. Moi j'avais plusieurs Nono, j'avais plusieurs candidats.
mais je m'en suis arrêté sur un seul. On est pas en démocratie. Voilà. Plusieurs lauréats, on va dire. Non, la Palme d'Or de Cannes, Parasite, quoi, de Bong Joon-ho, parce que voilà, enfin. Je suis content qu'il y en ait un qui le cite. Pour le dire vite fait, mais le film, comme toutes les qualités du cinéma coréen, quoi, ça te balance entre drame social, comédie, voire terreur, quoi. Enfin, il mélange tous ces genres, et tu te dis que. En fait, j'ai décerné le film de l'année à Parasite parce que je me dis que le mec, jusqu'à maintenant, j'en reparlerai du réalisateur, mais moi je sais pas si on peut dire fan, mais il a un parcours sans faute jusqu'à maintenant. Ouais. Tu écoutes un peu ses interviews et tout, sa démarche, c'est comme un Tarantino, il a une sincérité, une cinéphilie surtout, tu vois qu'il défend, mais sans être militant et tout à la con. Non, il défend des vraies valeurs dans le cinéma. Il a un message qu'il n'impose pas au tractopelle, quoi. Et quand tu vois Parasite, t'as un mélange quand même de films, on va pas dire films populaires, mais t'as à la fois du divertissement, quelque chose qui te prend, et après tu réfléchis, quoi. Et ces films-là cartonnent dans leur pays. Ouais, ça aussi, on le dit pas, mais Bong Joon-ho peut faire un film comme The Host, l'histoire d'un monstre. Ça prouve la bonne santé du cinéma. C'est un film c'est un film aussi qui est super intéressant parce que parmi tous les films qui sont plutôt occidentaux, qui ont tranché les riches sont des méchants, les pauvres sont des gentils, lui il ne prend pas parti forcément. Oui, il y a effectivement un certain film avec un mec en clown, non avec le film, c'est un clown. Comment ça s'appelle, ce qui est intéressant, c'est qu'il ces pauvres, ils sont dans leurs conditions, les riches. Il y a vraiment un affrontement entre deux mondes, les riches et les pauvres. Mais ce n'est pas une satire, c'est pas manichéen, c'est pas une satire, les pauvres c'est des cons et les riches des cons. Tout à fait. Non, il y a quelque chose, c'est les deux mondes qui peuvent pas se cohabiter. Et c'est fait sans juger ni l'un ni l'autre. Et ça, c'est intéressant. Là, par contre, effectivement, au niveau scénario, on peut dire que c'est super bien monté. Niveau du scénario. Niveau décor et tout, tu sais que la maison, le décor principal a été construit d'après le scénario, exprès vraiment pour le tournage. Quoi. Il a collaboré avec un architecte. Il a demandé vraiment de collaborer avec un architecte pour faire les plans lui-même de la maison. T'as une vraie démarche. On peut saluer le fait que c'était important, même si je considère pas que ce soit le meilleur Bong Joon-ho, mais que ce cinéma-là soit enfin récompensé à Cannes. Première palme pour un film sud-coréen, on se dit waouh, pourquoi t'en attends? On est à quoi, 15 ans après à peu près un peu plus. Mais Maurice, c'est Old Boy. Non, je parle de Old Boy, qui n'avait pas eu la palme justement alors. Qui volé sa palme, qui aurait probablement C'était Fahrenheit dû l'avoir, surtout avec Tarantino. Mais qui était le président? Le mec qui bossait chez Miramax. Et donc là, c'est. Moi, je tiens à préciser juste un truc pour le Grand Nain. C'est que ça fait, depuis le début, c'est combien de temps qu'on fait des Grands Nains? Ça fait 4 ans à peu près, 4-5 ans. Plus les années, ça fait... On a toujours défendu le cinéma asiatique, surtout le cinéma coréen depuis le début, avec des films comme The Strangers, comme des films comme Dernier Tous les ans, il y a une petite claque en fait. Ouais, toujours. Les Coréens ont toujours été... Ils reviennent, ils nous mettent une tarte et ils repartent. Ouais, c'est ça. Ils disent on va préparer la suivante. C'est ça. Pascal, ton film de l'année, ce serait trop beau. Ton film de l'année, c'est Parasite. Alors, comme je le disais tout à l'heure. Attends, mais il faut préciser la disposition. Je vous assure que c'est au hasard total. On a les Tarantino et les Parasites. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y en a deux pour moi qui sont vraiment arrivés au top du top. C'était Once Upon a Time in Hollywood et l'autre c'est effectivement Parasite. Parce que pour moi, c'est vraiment... Déjà tout ce qu'on a dit, le fait que c'est le couronnement du cinéma coréen, que c'est le couronnement de Bong Joon-ho, qui est vraiment un cinéaste total, qui fait à la fois des films divertissants et en même temps des films qui racontent quelque chose de la société dont il parle, et où là, mine de rien, la société coréenne rencontre la société mondiale, je veux dire, c'est... Et effectivement, on disait, il n'a pas une approche bête et méchante, comme a pu l'avoir un autre film dont on débattra tout à l'heure aussi, un peu plus amplement dans la deuxième partie de l'émission. Mais là, pour moi, c'est un film effectivement qui s'applique particulièrement à la société mondiale et qui c'est le film de la société de la France macroniste aussi, quoi. Puisque en gros on a des pauvres et des riches, et où là les riches ne sont pas effectivement les méchants riches qui tabassent les gens dans le métro. Chacun a ses travers. Voilà. Que ce sont juste des gens qui ont pas d'empathie et qui regardent les autres avec un peu de
pas dire de mépris, mais oui, enfin voilà quoi. Ces gens qui ne sont rien et qui sentent le chou et la serviette sale. Et donc voilà, on a un film vachement équilibré et qui est intelligent et divertissant. C'est pour ça que je considère qu'il y en a un qui élève, tandis que l'autre qui rabaisse un peu les gens dans leur médiocrité. Et bon, voilà, on en parlera après, mais effectivement, avec l'autre, on a plutôt quelque chose qui semble séduire au premier abord, mais qui, quand tu y regardes un peu mieux, est en réalité plus à l'opposé de ce qu'on pourrait penser. Mais Parasite justifie plus pourquoi son final. Et puis Parasite est original aussi, mais ça. Il est original, oui, en plus, oui, ça. On peut compter sur le cinéma cohérent pour nous filer des pépites originales, pas des remakes de leurs films d'il y a 15 ans. On est bien d'accord, Bon bah messieurs, moi je vais pas me faire l'arbitre parce que j'ai beaucoup aimé Parasite, ça ne se sera pas lui. J'ai moyennement aimé le Tarantino, mais je trouve qu'il redore un peu son blason après ces purges innommables qui étaient ses derniers films. Mais moi, je suis content puisque mon film de l'année, c'était celui que j'attendais. Alors là, je suis sûr que personne d'entre vous n'a regardé l'émission de l'an dernier. C'était le fameux La Mule de Monsieur Eastwood. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé ce retour au premier plan de notre ami Clint, que ce soit devant et derrière la caméra. Et moi, j'ai un rapport aussi particulier à Clint, mais c'est vrai que moi... Clint, oui, pas Gustav Clint. Mais moi, j'adore. C'est vrai que ce mec, c'est un film qui dépeint encore notre société, en prenant ce point de vue de ce mec, tout en l'inscrivant en plus dans une histoire qui nous prend quand même au trip, parce que c'est quand même une histoire de trafic de drogue, un peu, on pourrait le dire à la Breaking Bad, tu vois, l'histoire du mec lambda qui d'un coup se retrouve embrigadé, malgré lui, mais pour de bonnes raisons, dans le trafic de drogue lié au cartel mexicain. Et on retrouve tout ce qu'on aime chez Clint, quoi, c'est-à-dire que c'est le mec qui a plus de 80 balais, s'en laisse pas compter. Il a un regard, désabusé sur la société, mais en même temps, il est pas non plus, c'est pas le vieux bougon qui fait que de grogner. Il l'accepte, et surtout, ce qu'il est en train de dire, c'est vous attendez pas à ce que je m'excuse, vous n'essayez pas de me trouver des circonstances, je suis tel que je suis, et si ça vous plaît pas, allez vous faire voir. En tout cas, moi, je ne changerai pas pour plaire à vos dictats. Et puis, ma foi, tout ça embrigandé dans une histoire qui tient la route, qui est prenante, et je suis assez content parce que c'est quand même un film qui a fait 2 millions d'entrées en France, tu vois, donc le roi Clint a quand même il a son public, il a quand même ses adeptes en France, et puis il nous en prépare un autre. Voilà ce que j'allais te dire. On verra ce qui aura sur Human trouver le public. Là. Ouais, c'est un peu compliqué quand il adapte des histoires ou sur des personnes typiquement ancrées dans l'histoire américaine. Il fait son boulot de réal, à un moment donné. Je comprends, mais ça va être. Le boulot du réal, c'est aussi s'intéresser à ce qu'il y a au monde, prendre un fait, c'est ce qu'on apprend en cours d'écriture, et travailler ensuite ce fait, le retranscrire. Voilà, c'est un peu. Voilà, après, je comprends, mais c'est aussi un vrai travail. Ce que je veux dire par là, je rebondis là-dessus, c'est pas, il fait un travail de réal, et qui est aussi le travail de réal qui fait l'investigation, que ce soit La Mule, que ce soit sur le train, le Thalys, que ce soit le prochain sur Human Bomber, enfin, c'est pas Human Bomber, c'est celui qui a sauvé. C'est celui qui a dénoncé, qui a réussi à choper. Donc c'est le réalisateur qui va. Je trouve que c'est marrant parce que avec l'âge, il va de plus sur la réalisation d'investigation. Je sais pas si c'est vraiment le terme qu'on peut sortir. Le film d'actualité, quoi. Un peu. Les gens savent pas trop comment fonctionne Eastwood, comment il peut enquiller autant de films par an. En fait, il a un contrat avec la Warner, c'est-à-dire la Warner lui laisse un film carte blanche, tu vois. C'est-à-dire son film, c'était American Sniper, Gran Torino, des films comme ça. Et en échange, tu nous files 2 films de commande. C'est pour ça qu'il a fait son truc sur le train, qui était mineur dans sa filmographie, mais voilà. Mais c'est toujours des histoires ancrées dans les gens qui font l'Amérique, tu vois, pas forcément les grandes figures, mais les héros du quotidien. Et là, on le voit devenir ce héros du quotidien, embrigadé malgré lui dans une affaire qui le dépasse, mais il y a toujours ce côté un peu irrévérencieux qu'on avait pu apprécier dans Gran Torino. Voilà, il perd pas de sa mise en scène, il perd pas de son bagou, c'est toujours le Clint qu'on aime, et ma foi, qui continue encore, et il arrive en plus, ce qui est bien, c'est qu'il arrive à emmener dans son giron, tu vois, des gens qu'on pourrait penser peut-être un peu plus lisses, tu vois, plus politiquement correct, et un mec comme Bradley Cooper, ça ne gêne pas du tout de tourner pour Eastwood. Quand bien même on lui reproche certaines déclarations ou des choses comme ça, ils savent qu'à un moment donné c'est un grand réal et qu'ils ont tout à gagner en fait à tourner avec ce mec. On est d'accord. Et moi je revois
plaisir à chaque fois son premier film, Impression dans la nuit. Que... Voilà. Ah, bien sûr. Bah, Ouais. Playlist Forming, on a de la chance, ça on en parle souvent, ça n'était pas là les années précédentes, mais de louer le fait de vivre à Paris pour voir des classiques. Ouais. Moi j'ai revu José Wells hors la loi, enfin le truc. Clint, on t'adore en tout cas, tu as ton petit fan club Tout à fait. ici. Alors messieurs, on passe aux catégories subalternes maintenant, après avoir tressé des lauriers aux champions de l'année, on va passer aux autres catégories. Alors, cette fois ce sera la surprise de l'année. C'est-à-dire, vous connaissez ça par cœur, mais on fait un petit rappel pour les spectateurs, c'est-à-dire un film que vous n'attendiez pas forcément, et qui, ma foi, vous a mis une petite claque, un peu à l'instar des films coréens, mais on sait que les films coréens, souvent, nous mettent une petite claque, donc là, c'est un film, voilà, vous ne misiez pas un copec dessus, vous êtes allé le voir en plaisir de cinéphile, mais putain, la claque. Est-ce que Monsieur Sam veut commencer? Oui, alors là, j'ai eu un peu de mal, parce qu'en général... T'es pas surpris? Non, c'est pas ça, c'est choisi quand même quelque chose qui a priori va me plaire, donc c'est rare quand je vais en disant bon allez on verra. Mais on va dire que je suis allé voir un film en sachant pas trop, en ayant juste entendu un tout petit peu de buzz, je savais pas. C'est le film japonais Ne coupez pas. Ah. Ouais, et je rejoins d'ailleurs sur mon coup de cœur de l'année Once Upon a Time, parce que là aussi, pour moi c'est un super cri d'amour au cinéma. Alors pas le même cinéma. Cinéma un peu plus mordant. lisse, un peu plus bricolé. Et quand je l'ai vu la première fois, quand je l'ai vu, les 30 premières minutes, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça Pendant 30 minutes, je me suis dit, mais on m'a vendu n'importe quoi. Et Oui, exactement. Oui. Tu dis, mais c'est quoi? C'est un navet? C'est quoi, un navet? Comment ils ont fait le montage? Un nanar ou de... Même effet au pif Et puis d'un coup, y a le truc du film, et là, ça devient pour moi carrément génial. D'accord. Ah ouais, t'es embarqué dedans, puis Carrément. en fait, ils voulaient nous emmener ici, quoi. À la Ça, revoyure, il faudrait voir ce que ça donne, je sais pas si ça peut... Est-ce que l'expérience survit Ouais, à une deuxième Oui, vision, voilà, effectivement. c'est ça. Et pour moi, ça c'est vraiment une petite bombe. Et puis bon, voilà, c'est un cri d'amour aussi au cinéma. Alors, pour moi, c'est Ok. On va tourner, moi je vais enchaîner la mienne. Alors, c'est un film qui ne vous surprendra pas du fait que ce soit ma surprise, puisque je vous ai tellement rabâché les oreilles avec ça. Mais nous avons eu un film français qui a fait quand même beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien quand on a envie d'avoir comme ça un degré d'ambition dans le cinéma français qui nous manque, avec des sujets forts, des sujets poignants. Et c'est vrai que cette année, j'y reviens toujours, l'intervention de Fred Grivois, cette histoire de prise d'otage d'enfants dans un bus à la frontière de Djibouti, et l'intervention de l'élite de la gendarmerie nationale qui deviendra plus tard le GIGN, pour un film où il y a tout, malheureusement il n'y a pas le public. Et c'est ça qui est dramatique, parce que c'est ce genre de film qui devrait nous faire avoir une autre vision du cinéma français en se disant on n'est pas que dans la comédie populaire, on n'est pas que dans le film d'auteur chiant. Là on avait un vrai film d'action, un vrai film de tension, un film à suspense. Et malheureusement, 2 semaines d'exploitation et au revoir, merci d'être passé, pour seulement 50 000 entrées, avec un budget rikiki. C'est ça qui me fait le plus mal en fait. C'est qu'il n'a même pas eu les armes pour lutter, parce que un film comme ça qui aurait dû bénéficier du budget qu'on donnerait à n'importe quel film de Danny Boone ou autre connerie, là c'était 5 millions. Et je peux dire que malgré tout, Fred Grivois il les a bien utilisés en faisant comme ça vivre cette prise d'otage de façon optimale, avec en plus des acteurs géniaux qu'on voit dans d'autres rôles, comme Vincent Pérez, comme Alban Lenoir, Olga Kurylenko qui est toujours formidable. C'est génial d'avoir en plus ce genre d'actrice pour ce genre de projet aussi, elle qui a connu une carrière hollywoodienne florissante. Mais voilà, il y avait tout pour que ce soit un des films phares de l'année. Malheureusement, manque de publicité, et quand je me rends compte en plus que même les journaux spécialistes qui sont censés défendre ce cinéma-là, je pense principalement à Mad Movies, n'en ont pas fait un putain d'article dans leur canard. C'est triste, mais en même temps, le film existe, il perdurera avec le temps. Mad Movies, attention, parce qu'ils ont tendance à aussi à défoncer les films aussi. Oui, mais je m'en fous. Shaitan, regarde comme ils se sont mauvaise pub, c'est de la pub quand même, tu vois. La mauvaise pub, c'est de la pub quand même. Non, mais il faut que les gens sachent que ça existe. T'imagines si les gens, ils pourront là-dessus, c'est dommage. Des gens auraient pu passer l'année sans savoir que ce film existait. Il est sorti dans un nombre très restreint de salles. Mais en même temps, si t'es même pas au courant qu'il y est, Moi, j'ai vu une affiche dans le métro.
autrement, j'aurais même pas su que ce film existait, tu vois, donc c'était... Non mais moi, ce qui me casse les couilles avec ce film, avec ce film, avec la promo, parce que je me permets de prendre la main parce que c'est déjà je te remercie, parce que c'est toi qui m'as fait découvrir, et c'est important de montrer ce genre de film. Moi, ce qui m'emmerde avec ce film, c'est que c'est un film qui est bien réalisé, qui a des acteurs, je veux dire, Alban Lenoir, c'est un acteur qui est très apprécié, qui est un acteur de Kaamelott. Vous n'allez pas me dire que Kaamelott n'a pas une... Et c'est ce que j'avais parlé avec les Visiteurs 3 une fois, c'est pourquoi vous n'avez pas pris Christian Bugeaud. Et ben là c'est pareil, avec Alban Lenoir, et il y a un public. Pourquoi ce public n'y va pas? Qu'est-ce que c'est que ce public? Olga Kurylenko, on parle de féminisme, de MeToo, de Balance ton poids, toutes ces conneries. Vous avez, putain, un personnage féminin de premier plan, c'est elle qui tient le film. Et Josiane Balasco en second rôle, mais qui s'en sort très bien. Non, mais je veux dire, t'as Olga Kurylenko, en plus, oui, Balasco, ok, c'est une femme, en plus, qui est plutôt à consonance, plutôt très, très à gauche, hein, parce qu'on va parler de politique. Et le film est politique, il parle justement des colonies, un petit peu de ce qui s'est passé. Ben, je veux dire, putain, on a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est un pan d'histoire, c'est un film qui est intéressant à voir, qui a des acteurs intéressants, qui en plus a une imagerie intéressante. Et moi, ça me saoule quand je vois. Donc, tu parlais de la presse, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que chez Hanouna, ça ne parle pas. Et le youtubeur, hormis Valentin Brérette des Chroniques de Cinéphiles, aucun n'a parlé. Ah, ça pourrait être parler du Roi Lion, des Star Wars et toutes ces conneries. Le beurre sur à la 2 ou des conneries comme ça. Ouais. Par contre, quand il faut vraiment défendre un film, il n'y en a qu'un qui l'a fait. Oui, puis c'est surtout dommage parce que du coup, ça va donner du grain à moudre à tous ceux qui disent ouais, mais regardez ce genre de film, il ne faut pas en faire puisque ça ne marche pas en France. Bah oui, mais si tu donnais la même exposition que le Dindon ou que La Petite Famille, tu vois. Alors que le Dindon, c'est vraiment pas un film féministe, putain, on parle de féminisme. On s'en fout, c'est pas le problème. C'est juste dans la forme. Je t'en parle parce que t'en as qui vont te dire oh là là, les mecs, vous êtes pas féministes. Ah oui, bah écoute, vous soutenez le Dindon et vous soutenez pas un film qui est. Moi je te parle vraiment en tant que pur cinéma. Mais c'est du pur cinéma parce qu'en plus t'as des plans qui sont intéressants, tu as vraiment des plans qui sont innovants, tu as une lumière qui est magnifique, t'as un vrai travail de chef fédérateur. Je sais que t'avais moins aimé. J'étais moins enthousiaste que vous, mais je suppose que dans ton. Je reconnais la démarche, quoi. Bien sûr. Non, mais la démarche, elle est là. C'est à défendre. Et voilà, et ça m'emmerde parce que. Et je fais une parenthèse, après je laisse la parole. Et ça m'emmerde parce que il y a plein de films français cette année qui étaient très très bons. Et voilà, comme tu dis, on a mis en avant Le Dindon, qui était un film de merde, qui était mal tourné. Le réalisateur. Le film n'a pas marché. Le film n'a pas marché. Il a coûté 16 briques, putain de merde. Alors qu'à côté, vous avez des films comme Perdrix, qui est un très bon film, qui n'a pas marché. Vous avez un film comme L'Intervention, qui n'a pas marché. Vous avez un film avec Lafitte, là, comment ça s'appelle, La Sortie scolaire, qui n'a pas marché. Putain, mais sortez-vous de ce je rebondis parce que, par contre, on peut se féliciter du succès d'un film en salle qui était français, c'était Le Chant du Loup. Oui. Avec ce côté militaire, mais je trouve Le Chant du Loup moins bien ficelé, moins bien construit, moins bien filmé que celui de Fred Grégoire. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu dommage. Il aurait mieux fallu que les rapports de force s'inversent. Mais bon, Le Chant du Loup a marché. Peut-être que les gens vont redécouvrir l'intervention derrière, on ne sait pas, mais en tout cas, je continuerai à soutenir ce film. Corps et âme, puisque même à la deuxième vision, il m'a toujours autant fasciné. Donc je suis très content. Il est bien tourné, quoi. Donc c'est ta surprise aussi? Oui. Ok, c'est pour ça que j'interviens. Donc il faut qu'on change de place. Ah ouais. Non. Allez, j'y vais. Je veux dire, je vais peut-être pas finir l'émission vivant. Ma surprise, qui n'est pas vraiment une surprise, mais moi je veux évoquer Joker. Voilà. Je pense que je vais me faire des ennemis, mais je vais prendre une bière pour me calmer. Non, bon, il a eu plein de critiques ce film, beaucoup de détracteurs, mais aussi beaucoup de gens qui ont aimé. Moi, je fais partie des gens qui ont. Je n'ai pas boudé mon plaisir devant ce film. Qui a beaucoup de défauts, qui a des défauts, c'est certain. Beaucoup de défauts. Tu veux la liste? Il en a, mais. Comment vous dire moi je l'ai vu comment dire, si on analyse du point de vue cinématographique, il y a un vrai crescendo, il y a quelque chose qui monte. Voilà, c'est ça, enfin c'est bien filmé, t'as la lumière et tout, mais t'as la dernière demi-heure que je trouve, c'est pas magique le terme, mais ça monte en puissance et tout d'un coup, voilà, t'étais pas en enfer, mais presque, quoi. Enfin, tu arrives à la fin du film et les seuls points négatifs, c'est qu'il souffre de ses références. Il y a beaucoup trop de références dans le film. Et après, tu dis, bon, bah, Todd Phillips, qui avait fait Very Bad Trip avant, tu dis, bon, il fait Joker, bien sûr, qui n'a rien à voir. Ça, je suis d'accord avec les détracteurs
n'a pas grand chose à voir, je pense, avec le comics, enfin, ou voilà, quoi. Je suis pas un tracteur. Il a pioché. Je suis pas un tracteur, je suis un homme, monsieur. Il a pioché dans le comics. Oui, il a fait un petit assemblage, un petit bidouille. Moi, le problème, c'est que le Joker, c'est comme un cul, ça fait du bien, mais en fait, ça sert à rien, c'est pas mon kiff. C'est sûr que ça fasse tant de non, j'ai plus ça. Vas-y, non, j'ai plus ça. Non, on peut sur les le voir ensemble. Oui, ça. On peut pas dire que ce film tu me Et là, il y a eu Reptile. C'est pas moi. D'ailleurs, est-ce que t'as fini? Parce que du coup, je t'ai coupé et je. Non, bah, je pense que non, moi je. De toute façon, je pense qu'on y reviendra. Moi, ce Joker. Je suis comme Todd Phillips, j'ai pas compris ce film. C'est en fait emmerdant parce que pour rappel, Todd Phillips c'est le réalisateur. Donc voilà, c'est qu'en fait, il est beau, c'est un beau film. Les images sont magnifiques. Il y a des scènes iconiques qui sont très très belles. La scène de la salle de bain est magnifique. Il y a la musique. J'espère qu'il dure. Je sais plus comment ça s'appelle. Elle aura l'Oscar parce que franchement, elle le mérite. La musique est tout simplement magnifique. Ça c'est vraiment. Même le sound design en général est très bien fait d'ailleurs. C'est même plus de la musique, c'est du sound design qui est très bien fait. Le problème, c'est que ce film, moi, le reproche, maintenant, je vais être sérieux 2 secondes maintenant. Le reproche que je fais sur la fin, enfin, les riches, les pauvres, contrairement à Parasite. Je vais être plus. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on a pris une histoire qui aurait pu être intéressante. Hop, je me recadre. C'est une histoire qui aurait pu être intéressante, qui aurait pu être un très beau film. Ça aurait pu être un film. Mais pourquoi ce film va retomber dans les oubliettes? Dans les limbes. Parce qu'en fait, on a utilisé une histoire, et comme on avait peur de ne pas vendre ce film, j'ai l'impression qu'on a mis un maquillage de clown et qu'on est Joker. Et c'est con parce qu'il y avait plein de trucs super intéressants à exploiter dans ce film. Mais on a mis un Joker. Moi, ça m'a fait le même effet que Hannibal, les origines d'Hannibal avec Uriel. Alors qu'en gros, je vais voir un psychopathe. Un peu dans le fond de la poubelle. Je vais voir un psychopathe, je vais voir un film pour voir la naissance du mal. Un mec, alors moi je veux bien qu'au début c'est sur la société, tout ça. Mais à un moment donné, j'ai envie de voir un psychopathe. Todd Phillips, pourquoi je dis je suis comme tu fais Todd Phillips, j'ai pas compris le film, c'est quand j'entends les interviews de Todd Phillips, c'est lui-même, j'ai l'impression qu'il comprend pas ce qu'il a fait. Et voilà, oui, il y a des belles images, c'est magnifique, il y a de belles musiques, c'est beau. Ouais, et des références, La Valse des Pantins, Aronofsky, la Requiem for a Dream, c'est pour ça qu'il y a cette sensation. Mais le personnage ne fait rien. Évoqué, mais t'as Network de Sidney Lumet, quoi. Enfin, et j'ai l'impression que le film il passe, il est tout le temps à côté. Il fait que passer à côté. Pascal, à moi dire. Effectivement, visuellement le film fonctionne. Moi je l'ai vu et je pense que c'était votre cas aussi. À l'Arlequin en 70 mm, l'image est magnifique, la lumière claque, et on a vraiment l'impression d'être devant un film du nouvel Hollywood de cette époque-là. Le problème, c'est qu'effectivement, le film est écrasé par ses références, puisque c'est pas parce que on va prendre Orange Mécanique, Eyes Wide Shut dans un shaker pour en faire l'histoire du pingouin que qu'on va être génial pour autant. Et là, c'est un peu la même chose avec le cinéma de Scorsese. Mais au-delà de ça, il y a le problème du discours en lui-même. Todd Phillips, peut-être qu'il se réclamerait, qu'il se voudrait, et on en parlera probablement après. Moi, il y a encore d'autres choses à mettre en regard d'autres réalisateurs. On va pas faire 3 heures non plus sur le... Non, c'est sûr. Mais voilà. Vas-y, fini. Politiquement, il y a eu plein d'autres films. C'est pas... j'aime pas, quoi. Enfin, je m'étendrai plus là-dessus plus tard. D'accord. Je pense qu'il va arriver dans une deuxième partie d'émission, à mon avis. Du coup, enchaîne donc sur ta surprise. C'est bon, mon tour est passé. Non, mais je comprends qu'il pèse en plus. Je comprends qu'il pèse. Ma surprise. J'aurais pu dire la vraie surprise de l'année, c'est Détective Pikachu, parce que effectivement j'en attendais rien. Mais j'en connais un. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Je vais te laisser dire, mais je suis d'accord avec toi. Mais pourtant, ma surprise de l'année, c'est, je voulais mettre un petit peu l'accent sur une bonne comédie française, un film français qui m'a plu, et c'est Edmond, qui en plus est arrivé très tôt dans l'année, et je redoutais un peu le côté Shakespeare in Love version Edmond Rostand, et au final, non, j'ai été pris dans le film. C'est un film qui donne envie de s'intéresser au théâtre, c'est un film, comment dire, enthousiasmant, voilà. Enlevé, exactement, on est avec les personnages, on s'amuse, c'est vraiment un plaisir du début à la fin, et donc voilà, je voulais quand même célébrer ce film.
Ah ouais. Et des audaces de donc, mise en Alexis scène, Michel. ouais, voilà, un beau casting. Je suis C'est pas très- trop fan de la saignée, moi, même si je comprends qu'il est prise pour jouer une actrice insupportable, parce que ça doit être un peu ce qu'elle est en vrai, mais ouais, je suis d'accord. De qui tu parles Saignée, Mathilde Saignée. Ah, d'accord, non, j'ai cru. Ok. Et bien après la surprise de Monsieur Pascal, on va passer à la confirmation de l'année. Là, pour le coup, c'est un film qui correspond sans doute plus aux attentes de Monsieur Samuel, c'est-à-dire il y va en sachant très bien ce qu'il va voir, et pour le coup, tout s'est confirmé. Vous attendiez à voir un bon film, vous avez vu un bon film. Alors, cette fois, on va commencer par Nono, tiens. D'accord. J'ai pris exprès le mec qui bouffait. Bien joué. Parce que t'as mis le Joker, voilà. bien fait. Ah, je pense que je vais me faire moins pourrir, mais là, j'ai plus Confirmation. d'arguments peut-être pour confirmer. Moi, je confirme un réalisateur, forcément, qui a fait un Ça film, peut. mais ça confirme les espoirs qu'on peut placer en Robert Eggers, qui a fait donc The Lighthouse. D'accord. Et personnellement, il m'a fallu 2 fois. On ne rigole pas, s'il vous plaît. Est-ce que t'as mis ton gilet par balle? Il m'a fallu. Ah ouais, d'accord. Ok. Il m'a fallu 2 fois pour vraiment l'apprécier, quoi. Mais t'as vraiment un réalisateur avec une identité. T'as le parti pris avec le format Ça, 4 tiers. Mais on l'aimera pas. Et non, moi j'ai été pris dedans. Bon, c'est très particulier. Et t'as plein d'idées de mise en scène. Très surprenantes. T'as aussi quelque chose qui plane sur le film, une espèce de mystère où tu peux pas tout interpréter, mais après chacun se fait son interprétation sur tiens. Et tu dis Pourquoi, ça parce que t'avais bien aimé The Witch et tu t'es dit j'attends avec impatience ce film. Est-ce que je le l'attendais film avec deuxième. impatience? Je sais pas, t'avais l'affiche qui nous attirait tous, qui avait fait un peu le buzz, quoi. L'affiche Et, est magnifique. et peut-être que j'aurais dû le mettre dans la surprise, en fait. Tu vois, moi les catégories, je suis pas très fort, donc Ouais, peut-être c'est que ça, j'ai c'est une très agréable justement, surprise. J'ai vu The Witch, waouh putain, et j'attends avec impatience, tu vois, le... Ouais, c'est ça, mais le mec en fait est bourré de talent, ça se voit quoi. Après, on a envie de rentrer dans son univers ou pas. Et moi, ça confirme son talent et puis l'envie que j'aurais envie de voir ce qu'il va faire pour un 3e film. Parce que je trouve qu'il y a une vraie identité, quoi, quelque chose des partis pris. Je parlerai du film, mais dans une autre catégorie. Je crois que Nono a décidé de faire dissidence ce soir. Le clan, là, la frontière, elle est là. C'est-à-dire que t'avais Pascal au début, mais en fait, Pascal veut plus peut-être que t'as- m'étonner. Non, c'est pas ça, parce que je vais pas non plus jeter la pierre sur le film, puisque je l'ai pas vu. Moi, j'ai pas eu très envie de le voir, parce que effectivement, il avait l'air léché visuellement, mais un petit peu chiant. Puis en plus, tout le sujet du film me faisait vachement penser à Colskin que j'avais vu Ah oui, tu nous en avais parlé l'an dernier en plus de un de mes coups de cœur, C'est voilà. scandale qu'il soit pas sorti. en fait. Exactement, et donc Ouais. je comprends pas pourquoi il n'a pas réussi à être distribué en France. D'accord. Et donc voilà, moi ça c'est en partie probablement ce qui a fait que j'ai pas vraiment eu très envie d'aller voir. Moi, c'est super intéressant pour rebondir sur ce que dit Nono, qui est très intéressant. Bruno, pardon. Merci Lolo. Alors, J'ai j'ai plus copain maintenant. j'ai d'accord. pas le film. J'ai remarqué un truc en voyant ce film, on en parlait d'ailleurs avec Thomas sur le symbolisme, et j'ai l'impression que c'est ce qui crée un peu une sorte de dissidence cette année, une sorte de, pas de dissidence, un petit peu des oppositions sur les films. J'ai l'impression qu'on a eu beaucoup de films avec des scénarios pas forcément étoffés, qui n'allaient pas forcément au but, qui étaient écrits, mais pas forcément avec une narration qui avait un but. Et j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de films comme ça. Il y a Once Upon a Time que j'ai beaucoup aimé, mais qui finalement n'était pas un scénario qui allait droit au but. Lighthouse, c'est exactement C'est ça. pas son meilleur point, le scénario. J'ai dans The l'impression, Lighthouse, et j'ai l'impression que non, mais c'est pas une critique, c'est surtout une Non, réflexion. après, Je faut me dis, être j'ai l'impression réaliste, qu'il y a eu beaucoup de Ouais. films cette année où c'est surtout tout reposé sur la mise en scène. C'est ça. Lighthouse, c'était exactement ça. Cette année, il y a Tout se beaucoup posait de sur la mise en réalisateurs avec scène une. et- Ouais, vraiment. Et tu vois, les symboles, Une on va identité en visuelle parler un très peu forte, plus tard pour. Je pense oui que ça va revenir sur la table aussi. Il y a énormément de symboles, de toute façon je vais en parler pour le mien, hein, de confirmation, mais beaucoup de symboles, beaucoup de Ah, mise je en crois scène, savoir c'est quoi. Vas-y. et finalement, et des scénarios qui sont pas forcément efficaces. Voilà, c'est un peu ce que j'ai remarqué, donc c'est pour ça que je rebondissais sur toi. Bah enchaîne. Midsommar. Voilà. D'accord. C'est Midsommar. C'est clairement, pour moi, C'est génial. Sans trucage, sans trucage. ce monsieur est Vous très a- très bien. vous a séparé la naissance, Ce garçon est très très bien. Ah, mais Je il y l'aime avait deux beaucoup. berceaux côte à côte, vous êtes incroyable. sortis avant. J'ai l'arbitre Beaucoup est là. ce garçon. Moi je vais faire mais Ce garçon a totalement- très bon goût. Non, Midsommar, c'est un film dérangeant Il y déjà. a beaucoup J'aime de choses à beaucoup. défendre sur Il y a Midsommar. beaucoup à je suis d'accord. défendre, Non, c'est vrai. En fait- c'est bourré de symboles. C'est énorme parce que les critiques que tu donnes à Lighthouse, on peut exactement donner les mêmes pour Midsommar.
ça. Non, non, carrément je pas. vous le dis. Non, parce que dans la Lighthouse, il y a aussi la performance d'acteur qui tourne complètement à regardez-moi, j'essaie de faire un truc. C'est... Non, je suis pas d'accord. Il n'y a pas du tout ça dans Midsommar. C'est pas faux. Et puis Midsommar, Ah oui, non, il n'y a pas ça dans Midsommar, mais c'est pas pour ça qu'il y a ça dans The mais Lighthouse. Midsommar, Je sens que là, une bière de plus et ça part en, les plans, en MMA là. les plans, tout simplement, ils sont magnifiques. Il y a un plan dans Midsommar qui est extraordinaire. Quoi. Le plan du ciel qui se transforme en rivière. Quand ils sont tous là à se mettre à manger, Mais oui, quand tout ils est mangent, synchronisé, chacun porte sa cuillère en même temps. Les chorégraphies. Et là, mais incroyable. c'est super bien chorégraphié. Magnifique. C'est, si on regarde bien les symboles, chaque symbole a une signification. Pour venant du théâtre, c'est hyper important quand on veut mettre quand tu veux faire un théâtre très épuré en mettant juste quelques éléments de décor qui apportent quelque chose dans ton histoire. Les acteurs sont plutôt pas mauvais. Je regrette juste l'histoire reste prévisible. L'histoire reste c'est le gros défaut du film. C'est juste qu'on voit ça arriver. C'est juste sur le final qui me. Alors, on peut pas trop en parler parce que on va divulgacher, mais juste le final. Pas encore vu alors. Ah ouais, respect. Combien tu nous payes juste Mais c'est un film de photographe. C'est vraiment un film de photographe. Oui, la photographie est très belle. On est. Après, c'est dérangeant parce qu'il y a des trucs. C'est très beau. Il y a des puis, d'un dérangeants, coup, il y a des trucs qui sont. La violence qui vient tout d'un coup. Sans s'abonner pour pas emmerder Pascal, mais moi c'est ça que je reproche et que je peux reprocher aussi à Lighthouse, c'est à un moment donné le mec s'est filmé, mais t'as l'impression que du début du film jusqu'à la fin, c'est-à-dire au moment où quand même il se passe beaucoup de choses tragiques, que sa mise en scène elle change pas et on est dans le mec qui se regarde filmer. Sauf que la métaphore. Et ce qui est dramatique pour le coup, tu parles de son scénario qui serait peut-être plus abouti que ceux de Lighthouse, bien sûr. Mais moi je trouve ça un peu emmerdant quand toi en tant que spectateur t'as au moins 10 coups d'avance sur les personnages. Quand toi tu dis dans un film d'horreur, tu dis bah ne va pas là parce que le tu dis. Là c'est dès le début tu dis bon, tu sais que tu vas aller là, tu sais que ça va être la merde, mais à un moment donné partez, foutez le camp quoi. Non, mais et les mecs qui restent. Si tu suis bien si tu regardes bien ce film, c'est que la métaphore, le scénario sert une métaphore. Oui, c'est la métaphore de la manipulation. Désolé, je vais pas trop rentrer dans le détail pour Pascal, mais elle sert. Oh, on t'emmerde. Elle sert une métaphore. Dans Lighthouse, bon, désolé Bruno, je l'ai vu la métaphore. Dans Midsommar, et il y a une métaphore. Oui, si on regarde bien les gens qui se font dézinguer, on va du plus fort dans le caractère. Et au fur et à mesure, on est au plus faible. Oui, et c'est voilà. Après, je marche vraiment sur des heures. Je suis désolé. Je vais pas vraiment. Mais le problème, c'est que non, t'inquiète. Le problème, c'est que il commence avec un événement tragique, tu vois. Oui. C'est genre le truc, tu vois ce qui se passe, tu te dis ok, les mecs ils peuvent pas rester. Ils peuvent pas rester. Tu vois ce qui se passe. Ils peuvent pas rester. Et en fait, tout décroît. Ce qui se passe après coup, ça décroît en intensité, en dramaturgie. Mais bon, tu sais très bien que ça pue du cul là où ils sont, tu vois. Tu peux pas à un moment donné, toi, être en tant que spectateur, te dire mince, mais j'ai l'impression d'avoir affaire à des teubés totalement aliénés. Alors, on va me sortir le coup, oui, mais ils prennent des champignons, tout ça. Bon. Quand bien même, je suis désolé, quoi. À un moment donné, ça fouette trop, quoi, pour que... Mais il y en a qui partent, en gros. Ouais. Il faut pas oublier les premiers qui partent. D'ailleurs, c'est pas une bonne idée de partir. Hein, parce que... Les premiers qui partent, c'est... Je vais marquer le nom de ce film dont tu parles. Il n'y a même pas un personnage qui évoque, ne serait-ce qu'un tant soit peu l'idée, tu vois. Mais si, il y en a deux. Ah oui, mais les deux sont pas parmi le les deux sont pas parmi le parce que les autres ils cherchent les autres ils sont omnibulés par même ces deux-là omnibilés même ces deux-là ils disparaissent et à un moment donné on leur dit ouais bah ils se sont cassés. Ah bon bah ok, ils se sont cassés, c'est très bien. Ah oui, mais parce qu'ils sont rongés par l'ambition, ils sont rongés par la communauté. Ouais mais non, je suis désolé, moi je peux pas avoir 10 coups d'avance sur les personnages et me dire ils réfléchissent pas comme moi, je suis pas après ils sont un peu rongés, c'est pas des finaux les persos quoi, c'est et puis en plus il y a un très bon plan aussi que je veux dire que je devais terminer, c'est des plans devant la glace, pardon, excuse-moi, qui sont magnifiques, des plans devant la glace sont super. Il sait très bien filmer mais sa mise en scène ne change pas. Tu regardes Shining, la mise en scène de Kubrick est très propre, très léchée, et quand ça part dans le truc nerveux, à un moment donné, il te fout des zooms, il te fait une caméra, tu as beaucoup plus une mise en scène beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus énergique, et vive. Tu vois, c'est ça où tu ressens aussi l'intensité. C'est pas genre oui, regarde, on est au pic de la dramaturgie et je te fais toujours de la mise en scène léchée parce que ce qui compte c'est des beaux plans. Tu vois. Bon. C'est dommage. Et est-ce que du coup, Samuel, tu rejoins Totalement. C'est surtout pour la confirmation par rapport à l'hérédité, quoi. Ouais. Et j'ai pas vu Hérédité. Moi non plus. Voilà,
Oui, non mais c'est pour ça, pour moi, on a fait tout un barouf sur Hérédité, je me suis dit, j'ai pas envie de rater et justement, pour moi, cette année, c'est d'un côté The Witch, j'attends, et ça débouche sur The Lighthouse, et là, Hérédité, j'attends, et là, ça débouche sur Midsommar, et pour moi, c'est le deuxième film de l'année. Voilà. Ah ouais. Voilà. Mais après, je voudrais voir aussi le directeur Scott, puisque la version... Ah oui, une version qu'ils ont ressortie. Ils avaient ressorti qui apparemment est encore mieux que la version courte. Je sens la canne à pêche là. Petit poisson. Du coup, donc, ça veut dire que tu rejoins tout ce qu'il y a dit. Tout ce qu'il y a. Oh bon, c'est bon, ils vont se payer un taxi plus tard pour moi. C'est cool. Je vais passer à la mienne. Alors moi, je suis content parce que c'est un film, je suis sûr. Peut-être Samuel l'a vu. Je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne l'a vu. C'est le deuxième volet de la saga Unfriended. Quelqu'un qui connaît? Non merci. Alors c'est un film d'horreur. Tu m'en as parlé quand c'est sorti, mais c'est pas la suite directe parce que c'est vraiment on prend des personnages différents tout ça, mais ça fait suite à un petit film d'horreur qui a fait pas mal de bruit, qui est sorti il y a 5 ans et dont le principe est de raconter une nuit de terreur. Mais c'est la suite de Vice Versa. Mais je te raconte. mais et donc le principe c'est de suivre des jeunes qui vont vivre une nuit d'horreur, mais tout sera filmé au travers le prisme de leur écran, c'est-à-dire tout se passe par Facebook, Skype, Messenger, toutes ces conneries. Et vraiment le premier film avait été une vraie surprise à ce niveau, j'aurais pu la mettre dans la surprise. Et là, je vois le deuxième film, je me dis waouh, c'est quand même balèze, ils ont mis 5 ans. Tu vois, normalement quand t'as un bon filon en film d'horreur, tous les ans t'enquilles quoi. Là ils ont mis 5 ans à le préparer et je trouve qu'ils ont encore trouvé de nouvelles idées de mise en scène. Ils sont allés sur un autre terrain, le premier était un pur film d'horreur, là on est vraiment plus dans un film à suspense, mais le principe reste le même et c'est toujours aussi prenant. Je vais le noter. Et ma foi, Unfriended, tu vois, j'y allais en me disant, tiens, c'est marrant, la suite 5 ans après. Ouais, c'est ça, Dark Web. Et je suis ravi de voir qu'il y a une saga qui prend pas son public pour des vaches à lait, tu vois, ça rejoint un peu mon slogan du début d'émission, qui prend son temps d'essayer d'amener de nouvelles choses, de nouvelles possibilités, de nouvelles voies pour sa saga. Et ma foi, après cette coltinée du Paranormal Activity, du saut en conneries, c'est sûr. Et je vous avoue que s'ils refont un Unfriended 3, j'irai le voir, mais je dormirai devant la salle. C'est peut-être prévu parce que parce qu'il y a des tas de choses à faire. Et alors surtout, je le mets parce que ça contrevient un peu à une idée qui se dit, comme tout le film en gros se passe sur des écrans, il n'y a pas de mise en scène, tu vois. C'est tout l'inverse. Alors qu'en fait c'est tout l'inverse. C'est la mise en scène, ça n'est que de la gestion du temps et de l'espace. Et je peux vous dire qu'il n'y a que de la mise en scène dans Midsommar parce que ça joue avec la tension, tout ce qu'on connaît, tous les bruits qui sont sur nos écrans de télé, d'ordi quand on reçoit par exemple des messages, ça sert à la dramaturgie, ça sert à l'angoisse qu'on peut ressentir avec les personnages. Bien sûr, il y a des vraies scènes de tension, juste le mec qui fait une scène de tension avec la souris qui bouge, tu vois. Il te dit attention, un personnage va plus te crever, suffit que je clique, mais regarde, je te fais le sadique, je tourne autour du truc, et finalement, on ne sait pas s'il va mourir ou pas, mais en tout cas, vraiment confirmation de cette année 2019, Unfriended 2, Dark Web, comme disait Samuel. Ok. Et je vois que tu es en accord avec moi, donc je suis très content et je vous recommande vraiment d'aller le voir parce que c'est une saga qui mérite le coup d'œil. C'est noté. Elle fait pas beaucoup de bruit quand elle sort, mais vraiment elle est exceptionnelle cette saga. Et comment s'appelle le réalisateur, non? Alors en fait le réalisateur, il est anglais, américain. Oui, ce qui est important, c'est que c'est le réalisateur russe là qui a fait un ou deux blockbusters, Igor, voilà, qui s'est spécialisé là-dedans. Et c'est lui qui produit, il essaye il se produit ce filon en fait. Ouais. Donc il a essayé, il met plusieurs films en... Ça pourrait être un peu une série de films qu'aurait pu produire Blumhouse ou tu vois, qui fait des petits films à petit budget, mais là bon, on est effectivement sur des petits budgets, mais en termes d'ambition, je peux vous dire que c'est pas du tout, ça se réfrène pas et ça exploite son sujet vraiment à fond et ma foi, on est à chaque fois surpris quoi. Il y a Searching aussi, je sais pas si tu l'as vu, qui filtre sur le même sujet. C'est en fait un père qui a perdu sa fille a disparu, et il va sur son ordinateur pour chercher, trouver des informations par rapport, pour savoir où elle est, et il remonte sur son ordinateur, et apparemment tout se passe aussi. Je l'ai pas vu non plus, mais tout après, il faudrait pas que ça devienne le filon qui non, mais là, apparemment, ça a l'air d'être encore plus... le nouveau stade du found footage, quoi.
Oui, Ouais. et qui tient plus sur la route que tous les fun footage qu'on a vus ces derniers temps, je trouve. Parce que justement, là, ce qu'il y a de un peu chiant avec le film caméra portée, on va dire, c'est que quand t'es dans la position de victime, il y a un moment donné où le truc est plus crédible, quoi. T'es obligé de lâcher ta caméra, t'as une horde de zombies au cul, tandis que là, l'histoire fait qu'en fait, ces mecs sont obligés de rester devant leur écran, sinon il se passe des choses, tu vois. C'est-à-dire qu'ils exploitent au maximum le potentiel du simple écran d'ordinateur à fond la caisse, et en plus on a tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire ça utilise Skype, ça utilise Facebook, ça utilise MSN, ça utilise tout, et bon, c'est assez savoureux. Enfin. Il reste toi, Pascal, confirmation de l'année. Alors, confirmation de l'année, j'aurais pu parler de mon troisième film de tête, qui est Ad Astra de James Gray, voilà. J'ai bien aimé aussi. Qui pour moi fonctionne vachement en termes de C'est bien que tu dises pour toi. Ah non, mais pour moi aussi. de récit aussi, de catharsis, etc. Mais bon, je voulais plutôt parler d'un autre film. On gravite toujours autour du spectre de Joker en fait. C'est Vice d'Adam McKay, Ah oui, qui fait suite donc à The Big Short, qui est sorti quelques années avant, et qui montre que avec Adam McKay, contrairement à Todd Phillips, on a un réalisateur qui a plutôt bien réussi sa mue en réalisateur politique, qui a une vraie identité visuelle originale qui lui est propre. Oui, c'est vrai. Et on peut aimer ou pas, mais voilà, on peut pas ne pas reconnaître qu'il y a cette identité, et le film tape fort, il fonctionne, il y a des acteurs qui sont fantastiques. Et en y repensant, moi je Christian considère Bale, que c'est Christian Bale qui aurait vraiment dû avoir cet Oscar. Je suis d'accord. Et là, pour le coup, je suis d'accord, mais ça aurait été mon pronostic à ce moment-là, lors de cette cérémonie des Oscars. Moi non, parce qu'il fallait récompenser le gentil. C'est vrai. Tu sais qu'ils vont pas filer ça. Mais enfin voilà, donc Vice pour moi c'est... Avec Parasite, c'est l'anti-Joker aussi. Je reconnais quand même qu'il est très parti pris. Il est très parti pris, mais en même temps c'est mon parti pris à moi aussi. Ah bah oui, évidemment, s'il te dit pas ce que tu as envie d'entendre. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il ne triche pas avec la question de son parti pris. Au contraire, il en parle, ça devient le sujet un du élément film, de scénario. pour ne pas... Du coup, moi je trouve ça, sans être un spécialiste de la politique américaine, je trouve ça assez facile. De la façon dont il dit en gros... tout allait bien, enfin en gros Bush et Cheney ça a été la catastrophe, Obama c'était tranquille, et là il nous dit en gros que Bush Cheney ça a plus ou moins c'est plus ou moins ce qui a enclenché Trump, tu vois, comme si on expurgeait totalement tous les 8 ans de présidence d'Obama, comme s'il avait fait que des choses formidables, et voilà. On va pas se lancer dans un débat là-dessus, mais dans son parti pris il y a aussi beaucoup de facilité. Et je sais que... non mais je pense que le sujet, si on parle du sujet politique, on peut même inclure aussi la présidence Clinton là-dedans. Il y a beaucoup de choses à en dire, mais le film en lui-même, voilà, est un vrai film politique qui fonctionne, quoi. Ok. Eh bien messieurs, après avoir parlé des films en long, en large et en travers, on va s'intéresser aux catégories plus individuelles avec à la fois le réalisateur, l'acteur et l'actrice de l'année, mais comme nous sommes des gens très galants, nous allons commencer avec l'actrice de l'année. Moi, je vais commencer. Puisque mon actrice de l'année, elle est française, figurez-vous, ce qui est assez rare pour être signalé. Yes. Puisqu'il s'agit d'Alma Jodorowsky. Alors, tu m'intéresses. Pour tous ceux qui se poseraient la question, oui, elle fait bien partie de la famille, puisque c'est la petite fille d'Alejandro, qui a été cette année à l'affiche d'un film qui s'appelle Le Choc du Futur, où elle jouait une apprentie musicienne de musique électronique. Alors le film n'est pas forcément exceptionnel, il ne restera pas dans les mémoires, mais elle est, comme toujours, à chaque fois, fantastique, elle est exceptionnelle, c'est une actrice vraiment de talent. Et on l'a pu le voir dans des petits rôles, dans une série qui s'appelait La vie devant elle, ou alors un petit rôle dans La vie d'Adèle. Mais à chaque fois, elle détonne, elle est exceptionnelle. Et c'est pour ça que je suis un peu surpris que nos décideurs, en fait, ne s'intéressent pas plus à elle, quoi. Ne se penchent pas plus sur son cas pour lui proposer des projets plus ambitieux, parce que vraiment, elle a tout d'une grande maintenant. C'est vrai qu'à côté de ça, elle a aussi une carrière musicale. Bon, peut-être que c'est un peu difficile de mener les deux en parallèle, mais moi, en tout cas, c'est toujours mon coup de cœur. À chaque fois que je la vois, je la trouve vraiment épatante.
Et bah ma foi, c'est un petit film qui a pas beaucoup rameuté, donc forcément les gens ne seront pas trop au courant qu'elle peut tenir un film sur ses épaules, mais en tout cas dans ce film, elle était tout simplement magistrale, et Alma, on t'embrasse. Pascal ? Oula. Bon, si on avait été l'année prochaine, j'aurais parlé de Aquafina. Oui, d'accord. Voilà, qui est C'est très, très bien. Next Level. Oui, mais ça, tu vois, mais qui était très marrante l'année précédente dans Crazy Rich Asian et qui est excellente dans The Farewell, mais qui est sortie là en janvier. Donc je vais plutôt... j'hésitais entre deux actrices. On sent le cas de conscience. Une qui est plus établie en fait. Ouais. C'est Lupita Nyong'o qui a été très très bien dans Us. Ouais. Et l'autre c'est plus la nouvelle venue et pour te rejoindre un peu encore une fille d'eux. Rejoins-moi, je suis là. C'est Margaret Qualley. Fille de Andy McDowell. Fille de Andy McDowell. Et qui était justement l'autre personnage féminin qui est un peu illuminé Once Upon a Time in Hollywood, avec un personnage en plus pas si facile que ça, puisqu'il s'agit d'une personne, d'une hippie du clan Manson, de la Manson Family, et qu'elle arrive vraiment rendre dynamique, etc. Attachante, tout ça. Et ses pieds jouent très bien. Ses pieds jouent très bien, mais au-delà de ça, je veux dire, ça s'appelle du fétichisme, tout simplement. Pour ceux qui avaient peut-être eu l'occasion de la voir dans une, je crois que c'était une pub pour un parfum Dior, Kenzo, réalisé par voilà, Spike Jonze, où elle faisait un chef-d'œuvre de court-métrage qui changeait beaucoup la plupart des pubs de parfum et dans lequel elle faisait montre de ses talents de danseuse et de son énergie. Donc je pense que c'est une actrice qu'il faudra surveiller. Surveiller. On va la surveiller de près. Samuel ? Alors moi c'était difficile parce que j'avoue que bien que regardant toute la liste des films, il n'y a rien qui m'a... Aucune qui sort. Je suis carrément d'accord avec lui. Mais toi c'est parce que tu disais... Alors là comme il vient de parler, j'en dirais deux. Comme il vient de parler d'Andy McDowell, le retour d'Andy McDowell dans The Wedding Nightmare. Ça, parce qu'on avait des années qu'on l'avait pas vu à part les pubs de Barbara Gould. Ça, c'était vraiment bien. Et surtout, Barbara Gould. Et surtout, à un moment, avec sa fight, la meilleure scène d'ailleurs du film, où elle se fight avec sa belle-fille. Et ça, c'était excellent. J'aime les combats de femmes. J'aime les combats de femmes. Et la deuxième, alors, c'est plus un clin d'œil, c'est une actrice chanteuse qui est systématiquement dénigrée pour qu'elle fasse, qu'on croit morte à chaque fois, mais qui revient toujours. Mélanie Laurent. Non, Jennifer Lopez. Gillo. Voilà, qui avec Queens, même si le film en France est passé complètement inaperçu, il a été vendu aussi un peu n'importe comment, qui, une fois de plus cette année, et alors qu'on croyait qu'elle était complètement, elle avait disparu de la circulation, est revenue au top, et pour la première fois, elle a eu un film d'ailleurs qui a dépassé la barre des 100 millions de dollars aux États-Unis. Ça change de coup de foudre à Manhattan, c'est comme ça. Ça change de coup de foudre à Manhattan et d'Anaconda que j'adore aussi. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas, ce que j'allais. Mais qui n'aime pas Anaconda? Personne. Donc j'espérais une nomination. Je l'ai pas vu. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas Anaconda, il sort, il dégage. J'espérais une nomination aux Oscars, meilleur second rôle, je rêvais parce que c'est pas. On est tombé amoureux d'elle. Il y a eu quand même quelques nominations à droite à gauche, mais bon, aux Oscars c'est pas encore ça. D'accord. Et ben attends, Gillo, on t'embrasse aussi. Monsieur le. J'en ai aucune. Je te donne mon ex-aequo. C'est obligé de faire une actrice. Eh oui. Tu vas devoir forcer un petit peu ta nature. Possible. Non, mais franchement, il n'y en a aucune qui sort du lot. T'as aimé le Tarantino, Margot Robbie ou j'en sais rien. Ouais, j'ai aimé Margot Robbie, mais Robbie, elle te fait après Girl of Prey, quoi. On s'en fout, c'est... Moi, si t'as aimé le Tarantino, ça doit... Moi, si tu Tarantino, moi, c'est DiCaprio, je suis désolé, DiCaprio. C'est pas dans la bonne catégorie. Cette année, il y a quand même eu Brad Pitt qui a fait le Tarantino et qui a fait Ad Astra, dans lequel il était vraiment fort. Ah, dans les acteurs Non, bon, c'est important. Mais j'en parle après, ouais, de toute façon. On te laisse, allez, le temps de nono pour réfléchir, c'est pas possible. Si, j'en ai une, je vais te le dire. Moi, je t'en ai une, Carrie Fisher. Au moins, elle a compris, il fallait mourir. Elle est morte. Non mais attends. Non, je suis désolé, mais tu ne peux pas, Laurent, c'est pas possible. À un moment donné, les rôles de femmes, je les ai trouvés ultra lisses, quoi. Il y avait rien.
Il y avait Choisis rien. pas Tu comprends Tu n'as pas vu Erson? Tu comprends pourquoi j'ai pas aimé Tarantino? J'adorais pas les bons Tarantino. films alors. Tu choisis Mais pas les je bons te films. jure, Ouais, je grave. regardais Ouais, Wedding Parce que des bons Nightmare. rôles, des bons rôles Je de reprends ce que Wedding dit, Nightmare, il y en a cette année. beaucoup, Je beaucoup, reprends, ouais. hein. Bien sûr. Je reprends ce que dit Samuel. Wedding Nightmare était un très bon film. Non. Mais Pas pour moi. non, pas dans excuse-moi. Non, mais, Non, en plus, c'est Non mais con, c'est il pas me dans peur. ce genre de film Mais- qu'il faut aller chercher des Non, bons mais rôles, Wedding que Nightmare. ce soit féminin Mais ou masculin. regarde, Ad Astra, oui. qui a comme femme qui sort dans Ouais. Ad Astra? Il y a des femmes dans Oui, il y en a. Ouais, il y en a t'as au moins peut-être une. dans Il y a Michel Liv Monaghan Tyler, qui a- Liv Sommer, Liv t'as Tyler. fait Mais Sommer, mais Florence Pugh, j'ai Ouais, pas. C'est voilà, vrai que le ouais, Jet ouais. il m'a marqué, je savais même Le- pas qu'il y avait des T'as Florence Pugh dans Midsommar, mais bon. Ah, Mais Florence Pugh. Mais j'ai pas non plus Ouais, Ouais, mais percuté voilà, non sur plus, elle. pas spécialement. J'ai pas une nana qui m'a percuté Ouais, plus que Si, ça. Andy McDowell. J'ai pas envie d'être. J'ai pas C'est- envie. Mais là, j'ai pas. Ouais, Carrie Fisher, parce que ce sera plus pour l'hommage. Fallait C'est voir parce que plus tu de vois- films. Peut-être que c'est parce que tu vois pas assez de films français aussi. Ouais, mais ça, on Tiens, le même fera moi. pas. Ouais, mais Français, Korolenko, c'est pour j'ai dire, défendu Korolenko, d'accord. Si, Mais aussi, c'est, j'aurais pas- dit Isabelle Dupère qui tourne beaucoup trop de films, et Ouais. pas des bons. Moi, j'ai Moi, pas. une fois, Laurent, j'étais chez moi, Fanny je Argent mangeais- dans La Belle Époque, par exemple. Tiens, Et dans non, Perdrix, dans Fanny Perdrix, elle est. Oh. Non, À la c'est Fanny rigueur, Ardant, elle se- ouais, mais Fanny Ardant, mais Et la pourtant, Belle Époque, elle j'ai m'a- pas aimé, attention, on en a parlé de ça. De qui Enfin, pour moi, Oui, Belle mais Époque, après, on a moi, pas- j'ai Oui, pas oui, aimé on en a le parlé, Chef du c'était- futur, forcément. on te Moi, parlait j'ai des pas- actrices, quoi. Moi, j'ai pas. Petite anecdote, Non, j'étais mais- chez moi, je mangeais une compote de pommes en rose et je vois le logo de la compote, je fais ah merde, c'est Florence Pugh dans Midsommar. Non, Mais franchement, regardez, franchement, j'ai Je pas vois ça, c'est Florence Pugh quoi. J'ai pas une nana qui m'a percuté plus que ça. Je dirais, allez, on va parce qu'à un moment il faut qu'on avance. Oui, Carrie Fisher, pourquoi? Parce que c'est son dernier film et que plus pour l'hommage, pourquoi? Parce que la pauvre, Star Wars 9, en plus c'est une purge, voilà, qui la seule scène réussie dans Star Wars 9. Donc Ah ouais, toi, j'irai le voir. T'as pas vu mon bientôt, émission avec mais- Simon? C'est pour ça que je n'ai pas regardé. C'est C'est oui, parce que attention. Mais non, par contre après c'est vrai que du coup on va pour être plus sérieux et rester 2 minutes et avancer. Oui, après Carrie Fisher parce que bon elle a commencé, s'est fait connaître. Hein? Non. Attendez. non, Carrie Fisher pourquoi? Parce qu'elle a commencé sa carrière sur Star Wars, parce que c'était ce qu'on appelle une script doctor, une des plus chevronnée, une des plus demandées sur Hollywood, qui aurait dû être le personnage phare du Star Wars 9, et bon, voilà, qui nous a quittés dans des conditions, et qui est une nana. D'ailleurs, je fais une petite pub pour YouTube, la chaîne de Paul sur Carrie Fisher, qui vaut le coup, qui parle bien de sa bipolarité. Tu sais que je voulais Moi, couper quand tu fais des pubs, donc arrête d'en faire. Je me souviens surtout d'elle dans Quand Harry rencontre Sally. Oui, ça oui, côté dedans. oui, oui. Non, mais c'est important Un de grand préciser, film. parce que c'est une nana Très grand qui meurt, c'est une actrice qui meurt à 60 ans, alors que c'est le film qui aurait pu un petit peu relancer sa carrière. C'est un film qui aurait pu un petit peu la remettre au-dessus. Ouais, je suis pas C'est, sûr que cette nouvelle trilogie va relancer quoi que ce soit au niveau des. Mark Hamill a pas fait de film de fou depuis, tu vois. Carrie Fisher, elle sera quand même toujours cantonnée au rôle de Leia, et puis au revoir quoi. Ouais, mais c'est ça qui est un peu Quand horrible, bien c'est même qu'au t'en fais le final, personnage. au final, elle meurt pour. C'est Au final, juste en gros, au final, elle meurt dans le film qu'il a révélé quoi. C'est juste en Elle est gros, née avec oui. Star Wars, elle meurt avec Star Wars. C'est ça un peu qui est Mais triste. c'est en gros. Et en plus, il y a bah, sa fille dedans en plus. Leia, c'est plus seulement une femme politique, une diplomate, voilà, elle s'est tâtée de la force et du sabre laser. Ouais, super, quoi, super, merci. Toute une trilogie pour ça. Attention, on a parlé de l'actrice. C'est pas- Je Oui, parle bien de sûr, l'hommage mais à. C'est pas voilà, le seul je problème crois pas. de cette trilogie de toute manière qui T'as combien d'heures devant n'exploite Je pense que c'est un pas autre sujet après. les personnages intéressants qu'elle a, y compris les nouveaux personnages qui auraient pu donner des choses formidables. Mais ça, je pense qu'on non, en- mais tu voilà, parlais c'est du à la fait trappe, que ça bon. pourrait éventuellement relancer sa carrière, je peux t'assurer qu'il n'en est rien, tu vois. Même une Jamie Lee Curtis qui a été un peu relancée avec la remise au niveau d'Halloween, bon. Ouais, Elle mais a fait Johnson, c'est juste. Et puis au revoir. quoi. Ça fait juste de la peine que cette nana Ouais, qui bah, commençait sa carrière sur. Voilà, ça reste aussi un hommage, ça reste le un personnage bonheur et le drame de iconique, sa ça vie, reste quoi. quand même. Ouais, Ça reste quand même un C'est- personnage iconique, ça reste quand même. Enfin, une personne, une actrice iconique, voilà, surtout pour l'hommage. Et je pense aussi qu'il ça vaut le coup de rendre hommage à cette personne. Bruno essaie de. Bon, bah moi j'ai vu des films, donc j'ai pas pu me décider pour une seule. J'en ai une française. Lui, il a un rêve, lui. En fait, ouais, voilà, Il a son. Alors, non, Anaïs de Moustier en France, parce que voilà, elle Ah est oui, juste, ouais, elle ouais. est magnifique, elle est belle et tout, mais surtout voilà, c'est une actrice
contrairement on parlait d'une tout à l'heure, peut-être qu'il pouvait être relou et tout, mais elle, enfin, genre insupportable quand tu la vois jouer. Non, elle fait partie, elle a fait 2 films, donc Alice et le maire avec Lucchini, et il y avait Gloria Mundi aussi de Guédiguian, quoi. De Guédiguian. T'es pas allé voir Guédiguian, Attends, pourquoi s'il te t'as pas plaît. mis Ascari? 2 personnages différents. Ah, On va en parler. même ça t'aime pas, mais... Ah, on va en parler. C'est bon. Vas-y. Et 2 personnages différents. Mais non, mais regardez, personne s'écoute là. Et voilà, c'est une bonne actrice et talentueuse parce qu'elle incarne des personnages. Elle est pas juste là à se regarder le nombril et tout quoi. Et il y en a une autre, donc ça c'est du côté des États-Unis, Elizabeth Moss. Il y a eu Air Smell, donc un film sur le rock tout simplement quoi. Enfin, c'est vraiment rock'n'roll et tout. Et, il y a une partie une sorte de Courtney Love. Ouais, plus ou moins. Ouais. Plus ou moins. On sait qu'elle est connue pour sa série sur... Oui, il y a aussi Lulu, The Handmaid's Tale. Mais du coup, je me souvenais pas. Ça rentre écarlate. Et il y a eu un autre film. Il y a eu un autre film aussi, Les Baronnes, au mois d'août, où c'était un peu, pour faire court, un peu les affranchis au féminin, quoi. Et non, ne surpire pas. C'était un film très réussi, qui fonctionnait. Et encore Elizabeth Moss dedans, quoi, qui est prévu apparemment en début d'année avec une espèce de ressucé de l'homme invisible. Quoi. J'ai vu la bande-annonce. Ils ont encore fait quelque chose. Elle est dedans. Bon, et c'est marrant parce que sur l'affiche, ils ont voulu jouer vachement le côté invisible. C'est d'ailleurs en gros, il y a rien. Sauf elle, qu'on voit un peu une partie du visage et tu te dis, mais il y aura quelque chose dans le scénario. Décale-toi de 2 pas et l'affiche est parce que le scénario sera invisible. Qui va être classé R, donc à mon avis, ça sera assez. Espérons. Voilà. Qui se sent d'enchaîner avec la jante masculine cette fois? T'en as toi là, bien sûr. Le chien. Brad Pitt. Brad Pitt. Direct. Brad Pitt parce qu'il fait de bons films, il fait Once Upon a Time et il fait Ad Astra. Ad Astra, oui, après c'est vrai que c'est un peu problématique parce que je crois que ça a chié pour entre la production et James Gray. Moi j'ai bien aimé, je trouve que c'est une très bonne suite à Lost City of Z. C'est un très bon écho. Mais bon, après le but c'est que Brad Pitt, qui c'est qui a parlé de Christian Bale, c'est toi? On a parlé de Christian Bale par rapport à Vice. Et ça fait chier parce que tu vois des mecs qui font des vrais rôles. Des vrais rôles. Brad Pitt a tenu 2 vrais rôles, c'est-à-dire dans Ad Astra et dans Once Upon a Time. On va pas parler des films, on va pas relancer les débats là-dessus. Mais c'est surtout qu'ils ont joué, ils ont très bien joué. Parce qu'on n'a pas assez parlé de Jamaica. Non, mais ils ont très bien joué. Sauf que le problème, c'est que on salue la performance. Et ça fait chier, voilà. On va saluer une performance, parce qu'on sait très bien qu'il va gagner l'Oscar cette année. Et alors que des mecs, comme ça a été le cas avec Christian Bale avec Vice, comme ça a été le cas avec Brad Pitt, qui peut mériter des Oscars pour Ad Astra, qui a un vrai travail d'acteur. Il l'aura pas pour ça. Oui, mais le problème, c'est on sait pourquoi. Parce qu'on va donner l'Oscar à un autre acteur qui a fait une performance et non pas un acteur qui a fait un... Brad Pitt n'est même pas nommé, si je dis pas de il n'est pas nommé, il n'est même pas nommé. Meilleur acteur, il est nommé. Mais d'ailleurs, il y a notre panthéoniste à qui je dis bonjour, Eddie, qui avait râlé contre Edward Norton, pas contre Edward Norton, justement, parce que Edward Norton, parce qu'il n'avait pas été assez il est pas là pour représenter, quoi, bien sûr. Alors que le mec, putain, pareil, il fait un rôle de composition, il joue, quoi. Et voilà, j'ai rien contre Joaquin Phoenix, c'est un super acteur, je l'adore. Mais voilà, mais je reviens juste sur Brad Pitt qui a fait deux grands films, et Once Upon a Time et Ad Astra, qui a été très bon, qui a fait, en tant qu'acteur, qui a fait son boulot, et qui a fait un vrai boulot d'acteur. Samuel, tu suis toujours ton jumeau séparé à la naissance ou... Ah putain, je me casse. Joaquin Phoenix dans Joker, parce que moi aussi j'ai beaucoup aimé Joker. D'accord, c'est une fausse piste, j'ai cru que t'étais pas de mon côté. Non, il cache bien son jeu. Tu m'as trahi. Merci. Il y a un moment, il y a un truc, c'est quand on fait un film de comics trop BD, alors je sais pas, genre Aquaman, etc. Tout le monde tombe dessus. Quand on fait un truc super sérieux, tout le monde tombe dessus. On sera jamais content. Ouais, je voudrais savoir quel est le film de comics qui pourrait aller à tout le monde. Il faudra qu'on me dise. Batman le défi. Oui, d'accord. Infinity War, Avengers. Pardon, je sors. Non, mais là, je pense que le problème de Joker à ce niveau-là, c'est que le Joker en lui-même, c'est censé être un agent du chaos, c'est censé être ce qu'avait fait un peu Heath Ledger dans Dark Knight. Non, c'est une autre variation sur le... Non, mais ce que je veux dire, c'est un gars qui, une fois qu'il pète un câble... vraiment méchant, là tout est justifié. C'est un peu Will Smith dans Suicide Squad, c'est un gentil en fait. Oui. Il tue des gens qui méritent de mourir et c'est tout. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu ça le problème. Non, mais quoi. Mais bon, Tim Burton avait très bien compris Joker dans le premier film, c'est quand
il demande à son acolyte, son numéro 1, comme il l'appelle, de lui passer son flingue, le mec lui passe, il le bute. Tiens, c'est ça. Froidement, sans chercher à comprendre. Moi, c'est moins sur la perte de Phoenix, qui est un grand acteur, ça on le sait, mais en fait, tu dis, comment tu peux t'extasier sur une performance d'acteur quand en fait, il n'y a que lui, et tous les gens autour n'existent quasiment pas, en fait. Donc, moi, ce que j'aime avec la performance d'Heath Ledger, c'est que t'as lui, mais t'as aussi tout ce qui gravite autour. Il y a des vrais second rôles, tandis que dans le Joker, bon, ouais, il nous fait son numéro, mais pour moi, ça ne reste limite qu'un numéro, tu vois. J'appelle moins ça une performance qu'un numéro, parce que c'est le mec, putain, je suis là, en fait, c'est moi que vous êtes venu voir, et tout ce qu'il y a autour, bah, l'interaction avec les personnages, bon, faut encore qu'ils aient de la consistance et une réelle je craignais quand même plus de cabotinage. Hein. Il y avait ce risque aussi. Mais des fois... oui, mais je trouve que la frontière n'est pas dépassée, contrairement à Lighthouse, par exemple. Ouais. Où là, on dépasse allègrement la frontière. Ouais. Mais là, je trouve que moi, je craignais vachement plus de cabotinage de Joaquin Phoenix, surtout sur les films d'avant qu'il avait fait. Certains étaient... Ce Master, par exemple. Était vraiment limite. Bon, voilà. Donc, pour moi, c'est la performance de l'année. Après, c'est vrai que bon, il aura sans doute son Oscar, à mon avis, et pour une fois que c'est pas adapté de la vie de réel, machin de mes couilles, bon, ça nous change. Même si ce sera sans doute Renée Zellweger qui l'aura pour Judy Garland. Mais bon, on n'est pas encore au temps des pronos. Vu qu'on fait. T'as un truc à dire? J'ai pas encore. Moi non plus, donc s'il te plaît. Continue. On fait la boucle comme ça. Puisque moi, je vais rejoindre Lolo. Puisque même si, bon voilà, je ne considère pas Ad Astra ni Il était une fois Hollywood comme des grands films de cette année, mais par contre c'est vrai que je découvre et j'apprends de plus en plus à apprécier le travail que fait Brad Pitt sur ces films. Il en aura fallu du temps avant qu'il arrive à me convaincre, parce que bon, son côté minet dans les années 90 jusqu'à Achille tout huilé et tout briqué dans 3, ça commence à me saouler. Et c'est pas tu vois, les films qu'il faisait après coup, quand il a commencé à être un peu plus sérieux, même s'il y en a que j'ai manqué, les films de Andrew Dominic notamment, Jesse James, il y en a que j'ai manqué, mais j'apprends de plus en plus à apprécier cet acteur, et ma foi, il arrive à faire deux rôles totalement différents. Il est excellent dedans, et je serais beaucoup plus content qu'il l'ait pour le coup pour le Tarantino que pour Ad Astra, sur lequel j'ai franchement des réserves, mais voilà, Brad Pitt, c'est son année, on peut dire. Voilà, il a fait, il s'impose de plus en plus comme un acteur incontournable, où il change un peu, il a toujours ce côté très bellâtre, mais bon, voilà, c'est des genres qu'il exploite différemment, et parfois grand bien lui en face pour la suite. Effectivement, on peut saluer Ad Astra. Non. Mais on aurait pu aussi. On parlera dans la deuxième partie, donc te fais pas déjà du mal. On aurait pu aussi saluer DiCaprio aussi, qui est vraiment très bon. Mais bon, c'est enfoncer les portes ouvertes, puisque Leonardo. Oui, non, moi je voudrais plutôt justement profiter de cette catégorie pour deux choses. Saluer un acteur qui est justement récompensé, c'est Song Kang-ho, justement l'acteur de Parasite, qui a reçu le prix, qui est un des acteurs fétiches donc de Bong Joon-ho, mais aussi de Park Chan-wook, puisqu'il a joué dans JSA, dans Sympathy for Mr. Vengeance et dans First, et voilà, dans la plupart, dans une grande partie des films de Bong Joon-ho aussi. Voilà, c'est bien qu'il soit un peu reconnu à l'international aussi, c'est un excellent acteur. Il m'inspire plus de la bonhomie que Choi Min-sik, qui est, moi c'est lui mon acteur coréen préféré, mais voilà, il est excellent. Mais en même temps, quand J'ai rencontré le diable, Son Kang-ho sait faire voilà, cet acteur un peu bonhomme, ou très loufoque, comme dans La Brute et le Cinglé, dans The Host, etc. Mais il a aussi fait des rôles beaucoup plus, même à ses débuts, beaucoup plus sérieux et badass, dans JSA par exemple, où il joue un militaire d'expérience, voilà, ou même dans Sympathy for Mr. Vengeance, pour rester chez Park Chan-wook. Donc non, vraiment, quoi, un acteur à saluer. Et donc l'autre acteur que je voulais, qui est plus une découverte, et pourtant c'est pas un jeune, c'est pas un gamin, et que c'est Nuno Lopez, que j'ai vu dans le film de Rebecca Zlotowski, Une fille facile, que j'ai accessoirement vu dans un second rôle dans une série télé française aussi au passage. J'étais assez surpris, le gars plutôt charismatique, il a pas mal d'expérience. Quand j'ai regardé sa fiche Wikipédia, il y a Nuno Lopez. C'est un espagnol? Alors
alors je veux pas dire de bêtises, mais oui, Parce qu'il j'ai avait l'impression un espagnol ou portugaise peut-être, ou peut-être brésilien, Tu sais, voilà, au bout d'un moment. mais en tout, je crois qu'il a joué dans un film de Raoul Ruiz aussi, donc plutôt portugais, mais voilà, enfin je suis assez intrigué par cet acteur, j'aimerais bien le voir dans d'autres rôles, dans un le petit jeune sur lequel miser donc. Pas si jeune que ça. Ah merci. Il a 40 ans je crois. Oui, parce que Raoul Ruiz. Mais je le voyais plus jeune que ça. Ouais, il aura le César du meilleur espoir à 45 balais. Voilà, un acteur qui a retenu ton attention, quoi, très bien. Ton intérêt, quoi. Monsieur Nono. Eh ben moi je reste en France aussi, Roche Dizem, qui était à l'affiche de films et qu'en fait Persona non grata, qu'il a réalisé d'ailleurs. Les Sauvages. Ouais. Et Roubaix une lumière, qui n'était pas forcément la réussite, qui est un peu le contraire de 3 jours et une vie en fait, en gros, quoi. On est dans le polar, mais Roubaix une lumière c'est un minimum contemplatif et il n'y a pas beaucoup on n'est pas vraiment captivé, mais lui il joue un flic dedans. D'accord. Excellent. Et dans Persona non grata, il est de l'autre côté de la loi. Il en a la carrure, quoi. Mais c'est pas son premier rôle de flic, hein. Je sais pas si vous aviez vu Une nuit, je crois, c'est ça. Il jouait aussi dans Tête de Turc qui traverse Paris toute la nuit, un film qui a été assez méconnu mais qui était vraiment très intéressant. Il jouait dans Tête de Turc, un flic, je crois aussi avec Pascal Elbé. Enfin, c'est possible. Il peut jouer des deux côtés. Il était génial dans 36 quand il était et dans un autre film de Fred Cavalier aussi où il était enfin pas Pascal Elbé mais oui, à bout portant. À bout portant, c'est ça. Mais l'acteur est génial. Pourquoi il fait partie. Il commence à avoir une bonne carrière et tout quoi. Donc et professeur la science. Je fais une parenthèse juste. Je regardais donc Nuno Lopez est donc portugais. Il a 41 ans. Il est né le 6 mai 1960. Un futur espoir du cinéma français. Voilà. Merci monsieur Wiki. C'est vrai que moi c'est un mec qui a une carrière assez fascinante d'ailleurs, que ce soit dans ses choix de films en tant que c'est ça. Et bon, on le sait qu'il y en a qui jouent très sur le côté arabisant, on va dire. Lui, non, c'est vraiment pas un truc qui l'obsède. Il a beaucoup de charisme aussi. Exactement, c'est une présence charismatique. Je crois que ça doit être l'un des acteurs les plus charismatiques qu'on a en France. Oui, dans le top 5, à mon avis, il est dedans et il n'y a pas beaucoup sur lequel se battre. Et bien après, on va passer cette période, cette parenthèse acteur, on va passer au maître d'œuvre, nos amis réalisateurs. On commence cette fois avec toi, monsieur Samuel, qui est ton réalisateur de l'année. Le réalisateur de Parasite, alors là avec quelques bières dans le nez, là, je sais pas le nom, si je suis capable de le dire comme ça. Bong Joon-ho. Voilà, Bong Joon-ho. On se rejoint, mon cher Samuel. Parce que c'est une super consécration, quoi. Bien sûr. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, je vais pas paraphraser. Même si je regrette un petit peu qu'il ait fallu attendre ce film-là pour qu'il y ait la consécration, parce que quand même, sur plein d'autres films, c'était parfois tout aussi bon, tout aussi méritant, bien sûr. Même ces essais américains, moi j'adore The Snowpiercer. Et c'est impressionnant Snowpiercer. Bon tant mieux s'il expose, mais on a l'impression que là il y a plein de gens qui en plus avec un film particulièrement coréen pour le coup. Voilà, c'est ça. Après Okja, après Snowpiercer, c'est toujours cette impression, t'as l'impression que les mecs font leur meilleur film et qu'ils passent pas, enfin c'est jamais au moment de leur meilleur film qu'on a la consécration absolue, comme un peu avec Scorsese, j'avais trouvé au moment des Infiltrés. Il a eu enfin son Oscar du meilleur réalisateur alors qu'il avait fait Casino, Raging Bull, tous ces films avant. Et là c'est limite un peu, pas à l'usure, mais dire bon on va quand même te le filer maintenant parce que voilà, il faut qu'on le prenne en compte, quoi. Peut-être que celui-là réunit vraiment tout et c'est super maîtrisé, etc. Ce qui fait que c'est la consécration ultime. Mais bon, des fois on a vraiment l'impression que y a plein de gens qui le découvrent. Quel génie, alors que bon, si on regarde sa filmographie, ça fait un petit moment que c'est... Ça fait quasiment 20 ans qu'il fait du cinéma, quoi. Donc, que c'est un petit génie. Donc bravo pour sa réussite. C'est ton réal aussi ? Du coup, moi je le rejoins, quoi. Mais après, juste pour compléter vite fait, c'est quand tu t'intéresses à un acteur, un réalisateur, quoi, tu l'écoutes parler, Bong Joon-ho, c'est passionnant. Pourquoi ? Parce que le mec cite Henri-Georges Clouzot, il cite le salaire de la peur et tout. Bon, peut-être il cite Claude Chabrol plusieurs fois, quoi. Et ça on oublie de le dire. Et voilà, ce mec est passionné et il rend ses films passionnants, quoi. Donc, moi j'ai pas eu beaucoup d'hésitation. Je crois que t'as pas meilleure phrase pour résumer le mec en fait. C'est ça. Du coup on va faire un petit losange comme ça. Pascal. Moi mon réalisateur est une réalisatrice. C'est quelqu'un qui, pour moi, a confirmé, justement, parce que j'avais attiré mon œil il y a quelques années avec un autre film. Gigante par action de et dont on n'a pas assez parlé cette année.
Enfin, qui a eu un peu d'ombre. Alors non, attention. Non, alors c'est pas Vous Rebecca. attendez peut-être à... Oui, c'est Rebecca. C'est Rebecca. Rebecca, merci. Je m'en vais, c'était une bonne soirée. J'ai trouvé ça. En fait, il y a quelques années, il y a quelques années, bah justement, tu aurais peut-être dû. Il y a quelques années. Au niveau des genoux. Il y a quelques années, j'avais vu Planétarium qui avait attiré mon attention, que j'avais pas trouvé parfait, je l'avais trouvé un peu long, mais j'avais quand même trouvé le film intéressant et surtout j'avais trouvé le regard, la manière dont elle filme ses personnages, que ce soit ses acteurs ou ses actrices, donne envie d'être filmé par elle en fait. Parce que elle a un regard vraiment, quand on dit qu'un réalisateur souvent doit un peu tomber amoureux de ses acteurs ou de ses actrices, bah, c'est un peu ce qu'on ressent dans la manière dont elle filme quoi. Elle pose un regard vraiment. Elle les met en valeur quoi. Et justement là, je suis allé voir Une fille facile justement en voyant la bande-annonce, en me disant que ça serait peut-être pas la même chose et en plus avec le buzz qu'il y avait autour de son actrice là de moi c'est ça le Zaya. problème. Et justement j'en parlais de Dominique. Mais j'ai trouvé que le film déjouait un peu ce qu'on pouvait redouter. C'est un film qui est sobre mais qui est bien réalisé, et 2, c'est pas le film qu'on aurait attendu, puisque Zaya est l'un des éléments centraux du film, mais c'est pas son histoire, c'est avant tout l'histoire de sa cousine justement, c'est une histoire d'émancipation, une histoire de comment cette jeune fille va se construire par rapport aux attentes qu'on a d'elle, que sa mère a d'elle, que ses amis ont d'elle, non pas que sa cousine a d'elle, mais que elle justement voit en cette cousine un modèle possible. Et il y a aussi la manière dont elle filme, pas que ses actrices, mais aussi justement les acteurs masculins. Je parlais de Nuno Lopez, mais il y a aussi Magimel justement, qui a un très beau rôle dans le film. Et en plus, quand j'entends Rebecca Zlotowski justement s'exprimer sur son cinéma, mais aussi sur le cinéma en général et tout ça, je la trouve très intéressante. Et voilà, et je trouve que c'est dommage qu'elle soit restée pas mal dans l'ombre de Céline Sciamma cette année, qui a fait un bon film. C'est dommage, vraiment un très bon film, mais voilà, pour moi, et d'autant plus que Rebecca Zlotowski a aussi signé Les Sauvages, justement, une série télé avec Roche Dizem, dont j'ai entendu beaucoup de bien et que j'ai hâte de voir. Mais on a quand même mal vendu le film, parce que mais c'est ça, c'est là où je rebondis. J'ai l'impression qu'elle n'a pas fait grand chose pour désamorcer le truc quand même. Moi, le problème de ce film, c'est que j'ai compris, c'est que l'ambition affichée par la pub de ce film, et d'ailleurs, ma question sur Facebook, peut-être que j'étais un peu loin, c'est qu'à un moment donné, pourquoi mettre en avant Zaya et pas cette jeune actrice qui, avec des acteurs comme Magimel et Nuno Lopez, aurait pu porter. Et j'ai l'impression que ça a porté Zaya, qui a fait une pub, finalement, pas une si bonne pub. Le film, je crois qu'il a fait 60 000 entrées d'ailleurs. Et pourquoi ne pas porter cette jeune fille? Surtout qu'en plus, on est dans un créneau qui a déjà été fait par François Ozon avec... alors après, attention, j'ai pas vu le film, donc je dis peut-être des grosses conneries. Hein. Mais moi, je pense notamment au film de François Ozon... sur Pierre Brûlante non, Jeune et Jolie. Moi, je pense à Jeune et Jolie de François Ozon, qui déjà traite bien ce sujet. Alors après, encore une fois, je sais pas si c'est le sujet traité par Zlotowski, peut-être que j'ai une grosse bêtise, non, mais l'ambition affichée par rapport à Zaya, la présence de Zaya... Dans le sens où elle fait de Zaya plutôt un personnage un peu, pour utiliser quelque chose un adjectif que certains vont prendre comme une insulte, mais c'est pas du tout le cas. Après, un personnage romérien en fait. Et on a beaucoup parlé de Brigitte Bardot par rapport à Zaya, mais moi la comparaison je la mettrais plutôt du côté de Ariel Dombal dans Pauline à la plage par exemple. Dans le sens où la manière que Zaya, et je comprends qu'elle ait vu ça là-dedans, de s'exprimer, c'est un langage très châtié, mais c'est pas quelque chose de forcément artificiel. Mais est-ce que c'est comme ça qu'elle s'exprime. Et je trouve que ça marche. Elle a quand même pas essayé à chercher beaucoup à désamorcer le phénomène et tout. Lolo, ton réel. John Favreau. Ah, ça c'était la grosse bouteille de la soirée. L'homme qui a rapporté. Ah là, on va être factuel, il n'y a pas d'artistique, on s'en fout. Hein. Il a rapporté. Il a coûté 5,5 milliards de dollars à Disney. Je pense que le problème, c'est qu'on ouvre. C'est toi qui l'as dit d'ailleurs. Ou Samuel, je ne sais plus, de vous deux. On ouvre sur notre période, où maintenant les réalisateurs ne seront plus des artistes, mais ce sont des faiseurs. Et John Favreau est à l'efficacité. Il a montré avec le VRP, quoi. Il a montré avec Mandalorian.
D'ailleurs, avec Kevin Feige, ils ont une implication très forte chez Disney. Et à mon avis, je pense que Kathleen Kennedy, ses jours sont comptés. Il y a beaucoup de rumeurs qui commencent à se confirmer. Et les présences de Kevin Feige donc de Jon Favreau chez Disney montrent qu'elle a plus rien à dire. Voilà. Il va reprendre la direction de Star Wars en fait. Je sais pas comment ça se passe. Moi, je pense plutôt que c'est lui qui va reprendre. Pardon, excuse-moi. Oui, je pense que c'est lui qui va reprendre la direction de Star Wars. Et je pense que c'est Kevin Feige, donc il va rester sur. Mais voilà, il a rapporté 5,5 parce qu'il est quand même dans 4 films notables cette année, donc 2 en tant que réal. Je pense à donc Le Roi Lion qui a rapporté plus d'1 milliard de dollars, putain de merde. C'est ouf ça. Il a rapporté Mandalorian, qui est une série qui finalement monte au fur et à mesure et qui est pas mal. La meilleure chose qui est sortie de Star Wars c'est depuis très longtemps. C'est ce qu'il fallait faire d'ailleurs. C'est ce qu'il fallait faire. C'est clairement ce qu'il fallait faire. Et puis en plus, qui avait sa présence dans le nouveau Spider-Man et dans Avengers Endgame. Donc voilà, là par contre, là c'était en tant qu'acteur. Hein, attention, je précise. On a toujours eu cette période d'exécutants, tu vois, des gens qui faisaient le boulot pour les grosses prods. Et mais tu vois, ils avaient leur personnalité et ils avaient leur public. Puis ils faisaient passer des choses. vas-y. Là, ce qui me tue, c'est que Jon Favreau a encore de la chance d'être encore un des noms les plus connus, tu vois. Et tu vois, par exemple, vous savez qui a réalisé Spider-Man Far From Home ? Non. Je suis un cartonné. On sait même plus qui a réalisé ces trucs. Mais c'est pour ça que je te cite. Ouais, mais c'est là où c'est encore plus dramatique. Non, ça c'est dramatique. Comme toi, là on est d'accord. Ces gens-là avaient une personnalité, tu vois, que ce soit des mecs comme Renny Harlin ou encore Michael Bay, ils avaient quand même leur patte, quoi qu'on en dise. Eternal, je ne mets pas dans la catégorie des exécutants. Il a bossé pour les studios, mais il avait quand même un vrai auteur derrière, toi. Et là, voilà. Tu regardes des films, Captain Marvel, c'est des films qui ont cartonné, on ne sait même plus qui les tourne ces choses-là, parce qu'on sait que c'est en qui, on s'en fout, de toute façon il y en a un. Est-ce qu'on cherche à marquer l'histoire du cinéma avec ce film ? Non, bah tant pis, on passe au suivant. Spider-Man Homecoming, ouais, c'est bien, mais bon, peut-être que la suite, tu vois, on sait plus en fait. Et j'ai envie de te dire, Jon Favreau s'en sort quand même pas trop mal, tu vois, parce qu'avec lui et les frères Russo, tu te dis, dans la tripatouillée des marvelades qu'on se tape à foison, c'est encore celui dont on arrive un peu à retenir le nom parce qu'il a en plus une vraie implication dans le truc. Tu vois. Mais surtout que Jon Favreau, il a fait fort. Il était petit ami de Monica dans Friends quand même. Il a monté. Et c'est surtout que le mec, en fait, c'est juste un réalisateur de comédie romantique, si je dis pas de petite comédie, qui après d'un coup a sorti Iron Man, qui était le premier film du MCU. C'est un film qu'il a vraiment initié pour le coup. On va pas lui enlever ça. Mais le truc, mais d'un côté, ce mec, enfin, quand tu vois Cowboy et Envahisseur, oh là là, ouais. Et quand tu vois Chef, c'est pas des films qui quatre pattes. Mais pourquoi j'en parle ? Parce qu'aujourd'hui, ce mec n'est pas forcément un réalisateur. Une identité qui ressort. C'est la poule. Mais c'est pas Nolan. On va en reparler. T'imagines 5,5 milliards de dollars il a rapporté. Je pense qu'on va en reparler dans la suite. Et ben moi je vais conclure avec mon réel de l'année qui sera ni plus ni moins que Todd Phillips, mais pas forcément pour les bonnes raisons, vous en doutez. Parce que moi j'aimerais comprendre comment ce mec qui jusqu'à présent s'est fait quand même connaître pour ses comédies potaches niveau pipi caca bac et ça, tu vois, qui a essayé après de s'en détacher avec les 3 Very Bad Trip pour faire un film qui s'appelait War Dogs, qui était sympa mais c'était quand même un sous Lord of War, faut quand même se l'avouer, qui là d'un coup se retrouve hissé au rang de phénomène du cinéma d'auteur avec Joker, alors que je le dis, Joker ce n'est ni plus ni moins que Very Bad Trip niveau film de super-héros, dans ce côté neuneux, pas finot, et alors pour le coup tu prends vraiment ton spectateur pour des petits enfants auxquels tu vas dire tiens je te prends par la main et je veux bien t'asséner le message que tu as envie d'entendre, parce que moi, contrairement à ce qu'on a dit, Joker n'est absolument pas un film subversif, c'est un film qui conforte le spectateur dans toutes ses attentes. Alors on me dirait, chacun a sa vision après pour le Joker, tu vois. Mais moi j'ai l'impression en voyant ce film que, en gros, je te mets, un peu comme tu as dit Lolo, je te prends tous les éléments, alors je vais te dire d'un coup, Joker c'est quoi ? C'est la victime de la société, ça c'est le grand leitmotiv du film, c'est la victime de la société. Mais en même temps, il faut quand même qu'ils soient un peu allumés de base, tu vois, parce que tu comprends, on peut pas en faire le mec totalement victime, donc il faut qu'on le mette dans une position bien misérabiliste au départ. Tous ces travers, en fait, tout est justifié, le Joker n'a absolument rien contre lui, tu vois. Et à un moment donné, je me dis, comment on a pu passer
de la vision d'un Christopher Nolan qui était sans doute pas parfaite, mais au moins il avait, je pense, beaucoup plus travaillé le sujet et tout ce que amenait le Joker dans son giron. Là, on a un mec qui est le sens trivial, mais comme il a fait sur tous ses films, les mecs. Et là, d'un coup, ouais, youpi, regardez, grand auteur, nommé aux Oscars. Ouais. Alors, je ne dis pas que sur sa mise en scène, il n'a pas fait beaucoup d'efforts, parce que franchement, la mise en scène est très léchée. Il y a une vraie direction artistique autour, mais au niveau du propos, je suis désolé, c'est celle d'un enfant de 2 ans pour moi. Il n'y a pas plus, et alors en plus, sur la compréhension de ce qu'est le Joker, c'est selon moi assez, pour le coup, assez lamentable. Il en donne sa version, mais alors pour moi, elle ne restera vraiment pas dans l'histoire. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que maintenant, les gens vont se dire « Ah ouais, regardez, l'histoire du Joker, c'est ça. » Non, relisez Alan Moore, les mecs avant. Même Nolan avait pas forcément donné l'origine de son Joker à elle, mais il avait compris quelle était la nature psychologique du personnage. Burton. Là, c'est tout. Alors, Burton bien sûr, mais tous les mecs qui ont écrit un peu des trucs sur le Joker ont fait largement mieux que Todd Phillips, ça, il n'y a pas photo. Moi, je crois que je préfère quand même le Todd Phillips de Starsky Hutch et Retour à la fac. Et voilà, comment je te rejoins. Après, je dis pas, tu vois, il y a des gens, ils ont leur carrière, peut-être que Todd Phillips c'était un mec qui se destinait à faire des films sérieux, et que pour des raisons X ou Y, il a dû aller dans cette talonnade. Mais bon, à un moment donné, tu vois aussi le niveau de ses comédies, tu vois, tu peux pas... Je crois que son premier film était un documentaire sur J.J. Allin, une figure de la scène punk alternative américaine. Ils se sont bien trouvés les deux. Donc voilà, je pense qu'il a quand même un intérêt un peu pour les misfits, pour les gens un peu starbés, etc. Maintenant, bon, ce que ça donne au final sur le Joker, si ton personnage ça manque ça manque de personnalité propre. Si ton personnage est vraiment starbé, t'en fais un vrai starbé. Quand tu regardes tous ces films, quoi. Si ton personnage est vraiment starbé, t'en fais un vrai starbé de base. Tu essaies pas de dire oui, bah en fait le mec c'est un peu un inadapté, tu vois, tu sens qu'il est un peu simplet, un peu un pétocasse. Oui, mais en même temps il a tous les malheurs du monde qui lui tombent sur la gueule. Donc en fait rien n'est de sa faute dans ce film, tu vois. Et c'est ce qu'on disait. C'est après voilà tout ce qu'on ressortait par rapport au message de la société. Regarde, en fait, c'est les méchants riches qui font que opprimer mais bon, on va en parler tout à l'heure. Bah, si tu veux, mais bon, dans l'idée, c'est un film qui, selon moi, il a voulu flatter les bas instincts. Et d'ailleurs, là, pour le coup, on s'extrait totalement du cinéma. Il y a un truc qui prouve que le film est foiré, c'est que tu as eu divers petits mouvements de révolte dans les 4 coins du monde. Les mecs qui se maquillent en Joker, ça veut dire que ton film est foiré. Quand tu fais la figure du crime de Gotham City devient un symbole de révolte, mais tu te dis, mais c'est que t'es passé totalement à côté de ton truc. Le problème, c'est que ça colle effectivement à ce que raconte le film, mais c'est ne pas comprendre que le problème de ce film, en le présentant comme une éloge de la révolte, ce que certains ont pu faire, un film gilet jaune, etc., c'est ne pas comprendre que le message, au-delà de où les méchants riches dans le métro, c'est de dire que dans ce film, les gens qui se révoltent, ce sont des psychopathes ou des cons qui suivent un psychopathe. Mais ils se révoltent même pas. Et c'est un problème. Parce que c'est justement une manière de dire que la grève, les manifestations, etc. sont les manifestations d'esprit violent, etc. C'est problématique. Moi, je suis clairement d'accord. C'est problématique. Moi, je suis clairement d'accord. C'est pour ça que tu ne peux pas voir ça comme moi, je voudrais rebondir sur ce que dit Pascal. C'est que moi, pour moi, c'est que tu as l'impression que Joker, c'est comme si tu disais que Francis Holm, et c'était le mec, le lead con des Gilets jaunes. C'est ça, en gros, c'est ça. Un peu, si c'était le Joker qui initiait cette rébellion, mais il n'initie rien du tout, il est pris que dans le flot de la vague. Et en plus, tu vois, bon, tout le monde l'a vu, donc là on peut balancer. Il bute 3 gars un peu youpi de Wall Street, tu vois, et là d'un coup, il a tué des riches, c'est bien fait pour lui. Tu sais, je pense pas que les choses soient aussi triviales, dans la pensée collective, tu vois, à un moment donné, tu vas pas te réjouir de croire que ça peut dégénérer sur tout ça, parce qu'à un moment donné, c'est ça en plus qui me tue, c'est qu'il comprend même pas le personnage de Joker, il comprend même pas le personnage de Batman. C'est-à-dire que l'idée de Batman, c'est de dire, c'est pas parce que t'es un milliardaire pété de thunes que tu peux être totalement insensible au destin de ta société. Et là, de faire de Thomas Wayne le gros connard, qui peut-être en plus a un parallèle avec Trump, on sait pas, mais bon, d'en faire le gros connard absolu, tout ça pourquoi? Parce que c'est lui le patron, parce que c'est lui qui a les thunes, et c'est lamentable à plus d'un niveau. Mais au-delà de ça, même la manière dont il présente, et c'est là que justement c'est aussi un problème pour un film de comics, dont il présente le personnage de Bruce Wayne enfant. Le gars est déjà dépressif, neurasthénique, etc. Il est déjà sombre comme une... Enfin, c'est déjà...
il est sombre comme la mort déjà avant que son père meure. À la limite, on va faire l'inverse, une version Jojo Rabbit, boum, Thomas Wayne se fait buter et d'un seul coup la vie s'illumine pour lui. Même dans sa narration, je veux dire, il ouvre des tas de pistes qui referment jamais. Enfin, toi, non, elle se referme au bout de 5 minutes. D'un coup, tu te dis, bon, bah, il va peut-être être un peu en danger parce qu'il y a les flics qui enquêtent. 5 minutes après, c'est torché. L'histoire avec sa nana, 5 minutes après, t'apprends des trucs. L'histoire de ses il n'y a pas de fil conducteur dans ce film. Non. Si ce n'est tout ce qu'il veut en découler. Mais à un moment donné, il faut que les événements portent aussi ton crescendo jusqu'au final dantesque, tu vois. Mais là, c'est bon, on va ouvrir ça. Oh non, c'est pas intéressant, mais ça de côté, tu vois. Et finalement, tout semble couler de source, alors qu'on sait que le basculement d'un mec dans la folie furieuse, ça ne l'est pas. Et beaucoup d'autres auteurs ont bien plus exploré avant cette descente aux Killing Joke, pas besoin d'avoir Killing Joke. Killing Joke, bien sûr. Ah ouais, encore, il y a des trucs avec Killing Joke. Bon voilà, c'est ce que font les grands auteurs. Donc je ne crois pas qu'il aura l'Oscar du meilleur réalisateur, faut quand même pas déconner. Mais je serais quand même un peu emmerdé qu'on mette ces gens, qu'on mette Todd Phillips maintenant au même niveau que tous les grands qui nous ont fait un peu, ne serait-ce qu'un Scorsese, tu vois. La comparaison avec Scorsese, pour le coup, c'est assez catastrophique à ce niveau-là. Je crois que c'est le film de notre époque. Ouais, c'est à la hauteur, je pense que c'est à la hauteur de la médiocrité de notre époque. Des faux semblants. À ce point-là. Des faux semblants, ouais. Pas tant original que ça, pas tant vraiment, véritablement, avec un vrai fond politique, soit à ce point-là porté comme le film le plus subtil et le plus chargé du monde. C'est un film Stranger Things, en fait. Vraiment, voilà, un reflet de notre époque. Malheureusement, enfin, c'est. Je peux même reconnaître le défaut. Moi, j'ai comparé au film auquel on va comparer, Taxi Driver. Et c'est où tu sens la différence. C'est une époque où on réfléchissait. Et que Taxi Driver, justement, la grande intelligence de Taxi Driver, c'est qu'à un moment donné, le mec, il se ravise et au lieu de tuer le politicien, il va sauver la. C'est notre époque aussi. Scorsese ne s'inspirait d'aucun film. Il aurait pu être un psychopathe, il est considéré comme héros national. Et c'est là où le Joker. C'est pour ça, en fait, je dis ça parce qu'on l'a comparé, alors qu'en fait. Mais même La Valse des Pantins. Je veux dire, c'est un film qui, quand même, est vachement plus actuel par rapport à notre époque, à la soif de médiatisation, la télé-réalité, complètement. Les 15 minutes de gloire, comme disait Warhol. Joker, qui au final n'en parle pas, c'est juste un petit élément comme ça, qui réutilise pour faire un petit clin d'œil. Allez, on va prendre De Niro pour lui faire jouer le rôle de Jerry Lewis, un petit peu. Voilà. C'est une très réussie où il répète la scène et tout en s'imaginant qu'il arrive à l'émission et tout. Mais tu te rends compte, en plus, c'est comme t'avais dû le dire, quoi. Il tue des gens, t'as presque l'impression qu'il a pour tous, il a une bonne raison de les buter, quoi. C'est l'ange rédempteur qui arrive. J'avais quand même une vision un peu autre du Joker. Bon, comme quoi il a son interprétation, c'est pas le sujet, mais à un moment donné, c'est comme t'as dit, Lolo, il aurait pu faire cette histoire, mais comment on va la vendre? Tiens, on va mettre ça dans l'univers Batman avec le Joker. Ça aurait pu très bien. Parce que le Joker, ça aurait été la même chose. Bon, messieurs, on est déjà à plus d'1h40 d'émission, ce qui est pas mal, mais on a le temps de faire une petite pause, puisqu'on a tressé les louanges aux uns et aux autres. On fait une petite pause et on va se retrouver pour la deuxième partie de l'émission. À tout à l'heure!